e-sport. Bonjour, je suis Benjamin Gans, comme il est indiqué sur ce slide-là. Alors, je fais un petit calcul, je suis allé regarder sur le site Meetup et sur le site Eventbrite. Est-ce que vous savez combien il y a d'événements ce soir à Paris? De Meetup? Non, il y en a 81. 81. Ouais. Voilà. Donc vous avez choisi le bon Meetup ce soir. Je pense que vous allez apprendre des choses. Moi, en tout cas, je vais apprendre sûrement des choses ce soir. Je ne sais pas effectivement ce qu'est un caster, un streamer, ce que fait un e-sportif précisément de ces journées, ce qu'est un manager d'équipe, et ce qu'on apprend dans les écoles de e-sport. Je pense que plusieurs d'entre vous sont aussi curieux d'apprendre tout ça. Alors, je dirige EdFab, qui est... Oui, c'est bien. Alors, on n'a pas tout le bâtiment, on n'est pas au siège que ça. On est de l'autre côté du bâtiment, dans une aile. On a 350 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est the big picture, mais on est en fait derrière. On a quand même 350 mètres carrés de beaux locaux. Oui, c'est très vendeur. C'est pour ça qu'on utilise cette image, hein, c'est sûr. Et donc, EdFab, c'est quoi? C'est un lieu... Hop. C'est un lieu créé par Cap Digital. Est-ce que vous connaissez Cap Digital? Qui connaît Cap Digital? Bravo. Donc, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité. Est-ce que vous savez ce qu'est un pôle de compétitivité? C'est un cluster d'entreprise. Est-ce que vous savez ce qu'est un cluster d'entreprise? C'est un pôle de compétitivité. Et ils ont créé EdFab. Ils ont créé EdFab. Donc Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité. Les pôles ont été créés par l'État il y a 10 ans pour structurer les filières au niveau régional. Par exemple, à Toulouse, il y a Aerospace Valley qui a un pôle de compétitivité au niveau de la région toulousaine qui structure la filière de l'aérospatiale et des industries aéronautiques. En Île-de-France, on a plusieurs pôles et le plus important des pôles en France, c'est Cap Digital, le pôle du numérique en France et en Île-de-France. Et Cap Digital a créé un nouveau lieu, EdFab, dédié à la promotion de l'éducation, de la formation et des métiers de demain. Un lieu dans lequel on veut que l'écosystème qui s'intéresse à ces questions puisse se rencontrer, s'informer, apprendre, expérimenter sur ces questions-là. On traite un continuum éducation, orientation, formation, emploi depuis le lycée et tout au long de la vie. Et l'idée derrière EdFab, c'est que les entreprises, parmi nos 1000 membres, il y en a qui ont des besoins et puis il y en a qui ont des compétences pour les aider. Alors, retour sur 3 événements qui ont conduit à ce qu'on se rencontre tous ce soir, ici, à l'école 42. Ça commence en juillet 2016. Et hop, c'est moi, là. Je ne sais pas s'il y a un truc rouge. C'est moi, voilà, vous me reconnaissez. Et je suis devant des jeunes qui cherchent un boulot et qui sont en galère de boulot. Alors je leur dis, mais vous avez plein d'opportunités. Voilà, je suis comme ça, même position. Vous avez plein d'opportunités qui s'offrent à vous parce qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui n'ont pas forcément besoin de diplôme dans la mesure où ils sont vraiment neufs. Et c'est sur l'expertise, c'est sur la connaissance, l'expérience que vous allez apprendre sur le terrain que vous pourrez faire vos preuves. Et je leur dis, mais par exemple, vous pourrez travailler demain dans des Fab Labs, utiliser des imprimantes 3D. Et je vois qu'ils me regardent avec des grands yeux. Il y en a un qui lève la main qui me dit, c'est quoi une imprimante 3D? Et là, je réalise en fait qu'il y a un gouffre entre moi qui suis dans ma bulle, mon écosystème du numérique, et puis des gens très concrètement, des jeunes qui n'arrivent pas à se projeter dans ces métiers parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur cet écosystème nouveau qui est en train de se créer. Donc c'est un déclic qui est à l'origine de cette série de meet-up qu'on organise tous les mois. Maintenant, un grand pas en arrière, en août 1972, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas EdFab, il y avait la console Odyssey, voilà, de Megavox, et on jouait à Pong. Donc voilà, c'est un grand écart entre... On a fait un saut quantique, on peut le dire, entre le jeu vidéo à l'époque, le premier jeu vidéo, il y a 45 ans, et ce qu'on est capable aujourd'hui de faire. Non seulement c'est un grand écart, mais en plus, il y a des métiers qui se créent. Et le jeu vidéo devrait être à sa place aujourd'hui, puisque c'est quand même le 2e loisir des Français derrière la lecture. Un loisir qui génère aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2016. Donc, c'est important de parler de ces métiers qui se créent autour du jeu vidéo
et de ce saut qu'on a fait depuis 1972 dans le jeu vidéo. Donc là, vous pourrez regarder Megavox Odyssey sur YouTube. C'est assez intéressant de regarder la publicité en entier qui dure 5 minutes. Quand même. Troisième événement, octobre 2016. Qu'est-ce qui se passe? C'est la loi sur la République numérique qui est votée. Une loi qui, dans ses deux articles 101 et 102, aide à structurer la filière du e-sport, notamment en donnant un statut aux e-sportifs, aux joueurs professionnels, et aussi en encadrant les compétitions. Parce qu'avant, les compétitions étaient considérées comme des réunions de jeux de loterie, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et on peut remercier notre formidable ministre du numérique qui a quitté son poste hier, Axel Lemaire, qui a démissionné, qui a été, et je lui rends hommage ce soir, une vraie ambassadrice du e-sport, de l'innovation pendant 2 ans et demi. Donc voici la série de meet-up qu'on organise. Ça a déjà commencé il y a 1 mois. On parlait des nouveaux métiers des Fab Labs. Ici, qu'est-ce que c'est un forgeur numérique, un entrepreneur maker, un facilitateur, un prototypiste? Et on parle aussi à chaque fois dans ces meet-up des formations. C'est la raison pour laquelle on a demandé à quelqu'un qui représente la Paris Gaming School de venir parler des formations au e-sport. Auront lieu ensuite un meet-up sur les nouveaux métiers des drones, un autre sur les nouveaux métiers de l'image, un autre sur les nouveaux métiers de la robotique. Et on fera une conférence, on fera parler certains d'entre vous qui ont participé au meet-up précédent lors de 2 conférences, une à Futur en Scène le 10 juin prochain et une à Viva Technologies le 17 juin sur mon métier en 2030. C'est loin, mon métier en 2030, mais c'est pas si loin que ça en fait. On remercie nos partenaires parce qu'on en a un certain nombre qui sont associés à l'événement. Lord France, la région, la Caisse des dépôts, le Lab RH, l'étudiant, Uzbek Erika et Lord France qui est membre de World ORT, une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique qui a pour mission l'éducation et la formation tout au long de la vie, l'innovation et les services aux citoyens, qui est organisée autour de 4 piliers, la R&D, un Learning Lab, un service de conseil et d'assistance technique, un institut de formation expert au cursus numérique. Et ils sont leaders sur 600 projets nationaux et internationaux. Sans eux, on ne serait pas là ce soir. Donc c'est la raison pour laquelle je fais un petit focus sur eux. Voilà, vous pouvez trouver toutes les informations sur hort.asso.fr. Je vous invite, si vous êtes connecté à Twitter, à vous abonner à notre compte CapEtFab pour être informé des prochains événements, à être fan de nous sur Facebook, et puis à vous abonner à notre newsletter. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Julien Tanet, qui représente le Canal eSport Club et qui va animer cette soirée. Merci, quelle lourde tâche d'animer cette soirée avec un beau parterre d'intervenants. Je me cache moi-même. Alors, je découvre les salles en même temps que vous, donc ça peut être très drôle si jamais ils m'ont glissé des petites blagues. Un mot sur moi rapidement, parce que j'aime bien parler de moi, et puis comme ça ce sera évacué. Donc je m'appelle Julien et je travaille pour le Canal eSport Club. Je ne sais pas si vous connaissez dans la salle le Canal eSport Club. Je vois des mains levées. Je sais qu'on a rencontré quelques étudiants d'eSport 42 qui sont venus nous voir en tournage. Le Canal eSport Club, c'est la prise de parole e-sport de Canal+. L'e-sport, c'est plein de choses. On va essayer de le découvrir ici ce soir. C'est une émission mensuelle en plateau, présentée par Olivier Morin, avec ses invités, ses experts, avec des journalistes. Coucou Alexis. Avec plein de gens qui gravitent autour de cette aventure et puis qui contribuent aussi à une émission hebdomadaire qui est plus focus sur la news, parce que l'e-sport a une actualité débordante dans plein de disciplines différentes, plein de jeux différents. Et puis un site web, esport.canalplus.fr, sur lequel vous pouvez retrouver des news, des décryptages, des contenus pour les habitués, les initiés, et puis du contenu un peu plus d'ouverture, un peu plus pédagogique, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le bonhomme bleu a tapé sur le bonhomme rouge et que ça a fait que l'équipe bleue ou rouge a gagné. Voilà. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus lisibles que d'autres, et ben on essaye de combler ce manque et puis de
donner une ouverture un peu mass média à l'e-sport. Je me suis spoilé tout seul puisque c'était ma slide d'après. Mais voilà, c'est un peu ça que je vous racontais. C'est une belle aventure qu'on a commencé à la rentrée avec Canal. On n'est pas les seuls médias traditionnels à s'intéresser à l'e-sport. Il y a Bein qui a franchi le pas aussi. Nous, on est très contents que plusieurs chaînes de télé s'intéressent à l'e-sport. C'est une exposition qui manquait. Dont les joueurs pros n'avaient pas forcément besoin, mais en tout cas une envie, une exposition supplémentaire. Et on essaye de réaliser ça avec toute la bienveillance et toute l'expertise que ces professionnels justement peuvent nous apporter. On n'y va pas tout seul parce qu'on avait très peur de la réception de tout ça. Donc on choisit nos alliés, des gens qui sont déjà dans le milieu, qui ont des métiers très très proches de l'e-sport, qu'on va découvrir justement un peu ce soir. Voilà, c'est tout sur moi. Vous pourrez venir me poser des questions après autour d'un verre si ça vous tente. On va commencer avec Olivier, qui est e-sportif. Quel titre? Est-ce que ton micro marche? Allô, allô. Ton micro marche. Et alors pour ponctuer un petit peu toutes vos présentations, on va organiser ça un peu façon e-sport. Donc on va faire des best of one. Vous aurez un round chacun pour prouver que vous êtes le meilleur métier de l'e-sport possible. Et surtout, pourquoi? Lui, c'est le pire. C'est le pire, lui, tu penses? Ah, mais non, mais attends. Ah oui, c'est vrai qu'en best of one, il est très très bon. On reviendra là-dessus ensuite. Et pour corser un peu tout ça, je vais vous donner 7 minutes, pas une de plus. Parce qu'au bout de 7 minutes, cet iPad ici va gueuler un maximum. Ça va être très très... Et voilà. Et Yann va gueuler aussi. Hop. Alors, je le déverrouille. Voilà, c'est... vous avez la technique devant vous. Hein. Écoute, Olivier, quand tu veux. Ok, alors bonsoir à tous. Olivier, de mon pseudo Luffy. Je suis joueur professionnel de jeux vidéo. Je pense que c'est un des métiers qui intéresse le plus les jeunes de nos jours. Ils se disent peut-être que être joueur professionnel, c'est facile. Et je pense que c'est le métier qui intéresse le plus. On se dit, on reste chez soi, on joue aux jeux vidéo, c'est cool. Du coup, je vais vous présenter mon métier qui est un peu moins cool que ce qu'on croit. Comment on fait ? Sur droite. Ah ouais, incroyable. Du coup, je suis joueur de jeux vidéo professionnel sur Street Fighter. Donc Street Fighter, ce qui est donc un jeu de combat qui fait partie d'une niche. Les joueurs, sachant que les jeux e-sport les plus convoités de nos jours sont League of Legends, évidemment, Counter-Strike Go et Hearthstone. Mais moi, j'ai choisi du jeu de combat. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est le seul genre de jeu où je suis fort. Alors, pour parler un peu de moi, donc les débuts, j'ai commencé avec Street Fighter 4, donc il y a 10 ans. De cela, j'avais commencé à l'époque avec Street Fighter 2, comme un peu tout le monde. Sauf qu'en fait, j'ai repris le cap avec Street Fighter 4, avec la sortie des consoles next-gen. En même temps, je faisais toujours mes études, puisque j'ai réussi à obtenir un diplôme, chose que énormément de joueurs de nos jours... féliciter pour ça. Ouais, beaucoup de joueurs de nos jours, effectivement, ils arrêtent tôt les études pour se consacrer aux joueurs, au métier de joueur e-sport. Moi, j'ai fait le choix de continuer. Évidemment, pression de mes parents qui m'ont dit que t'arrêtais pas après le baccalauréat, mais également pour une réussite personnelle et également pour avoir du bagage par la suite, parce qu'une carrière dans l'e-sport, ça peut être éphémère, surtout quand on est joueur, puisque on est toujours concurrencé par tous les nouveaux venus, et c'est très simple de nos jours de se lancer dans un jeu vidéo, puisqu'il suffit juste d'avoir une console et un PC et une connexion internet, et on peut vraiment se mesurer à tout le monde dans le monde entier. Ensuite, il y a la consécration, puisque sachant qu'en fait, durant mes études, j'avais déjà commencé ma carrière, en fait. J'avais commencé ma carrière, du coup, il y a 10 ans, et du coup, je suivais mes études en même temps. Sachant que je jouais et j'étais en cours en même temps. C'est-à-dire que pour une compétition, par exemple, au Canada, je pouvais partir le jeudi soir et rentrer le lundi matin et retourner en cours. En 2014, c'est ma consécration, puisque j'ai remporté le titre de champion du monde de Street Fighter 4 à Las Vegas. C'est une compétition qui se déroule tous les ans en juillet. Suite à cette victoire, j'ai eu de très belles opportunités, puisque je suis aujourd'hui sponsorisé par la marque Red Bull.
également par la marque Shadow, qui sont de très belles opportunités pour moi puisqu'ils m'accompagnent dans mon quotidien, c'est-à-dire qu'ils me défraient pour les divers événements. Si j'ai besoin de support, que ce soit, je sais pas, j'ai besoin d'une gaming house pour m'entraîner, que j'ai besoin de effectuer tel ou tel voyage, je sais pas, par exemple dans les jeux de combat, c'est surtout les Japonais qui sont très très forts. Du coup, ils me payent par exemple un voyage au Japon pour pouvoir m'entraîner pendant le temps nécessaire que je souhaite. Également des nouveaux challenges, pourquoi? Parce que dans les jeux vidéo, vous avez très régulièrement des mises à jour. C'est ce qui fait la grosse différence avec les jeux vidéo d'il y a 7 ou 8 ans, c'est-à-dire qu'en fait, avant, il n'y avait pas de mise à jour, c'est-à-dire que vous achetiez votre jeu, vous pouviez commencer et le finir, il n'y avait pas de mise à jour. Au jour d'aujourd'hui, vous avez très régulièrement des mises à jour, notamment sur les jeux de combat où vous avez du rééquilibrage des personnages, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, si vous jouez par exemple Chun-Li, qui va être très fort dans une version, 3 mois après, il est possible qu'elle devienne beaucoup moins forte et inversement. Donc il faut vraiment savoir s'adapter au jeu. Donc moi j'ai commencé, je vous ai dit, avec Street Fighter 4 et aujourd'hui en fait on est à Street Fighter 5. Donc j'ai eu de très nouveaux challenges parce que je devais vraiment m'adapter à une nouvelle version d'un jeu qui est totalement différent. Et ensuite, on a la diversification, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis joueur e-sportif, c'est-à-dire que je vais très régulièrement sur des conventions, faire de la compétition. Et en fait, maintenant, j'essaie de me diversifier, c'est-à-dire que je vais dans des salons pour justement faire des animations ou ce soir présenter mon métier ou même d'autres animations telles quelles. Je suis allé trop vite. Alors, ça, c'est une slide très importante selon moi parce que c'est pour moi tous les différents vecteurs qui vous permettront de devenir le meilleur joueur du monde du jeu de votre choix. Comment battre Luffy? C'est ça. Mais je pense que ça marche aussi pour d'autres choses. Hein. C'est-à-dire si tu veux devenir le meilleur pianiste, ça a marché aussi, je pense. Alors pour moi, il y a 4 très gros points qui sont la rigueur, l'adaptation, l'ambition et l'hygiène de vie. Alors pour moi, la rigueur, c'est tout ce qui va incomber à la pratique du jeu. Donc j'ai mis maîtrise de son propre gameplay ou maîtrise de son personnage. Donc par exemple, vous jouez à Hearthstone, vous maîtrisez un deck, vous devez quand même maîtriser le deck. C'est-à-dire que si quelqu'un va vous créer un deck et va vous le donner, je pense pas que tout le monde sache jouer avec. C'est exactement pareil pour un jeu comme Street Fighter. Vous avez également l'apprentissage poussé du jeu. C'est-à-dire quand je vais donner un coup, quel dégât je vais enlever, les frames qui sont très importants. En fait, vous avez de l'affichage dans un jeu vidéo qui est c'est par nombre de frames, sachant qu'une frame c'est 1/33e de seconde. En fait, dans les jeux de combat, lorsque vous réalisez des combos, c'est réalisé à la frame en fait. C'est-à-dire que si vous loupez votre enchaînement de coups, vous loupez votre combo et vous pouvez vous faire punir et vous pouvez perdre la partie sur ça. Sur le positionnement et le risk reward, donc où est-ce que je me positionne sur l'écran et la notion de risk reward, je pense que c'est une notion qui est propre à tous les jeux vidéo, je pense. C'est lorsqu'on prend un risque, lorsqu'on fait une action, quelle est la récompense qui va découler de cela? Il te reste 30 secondes pour finir cette slide. Ok. Alors l'analyse des concurrents, évidemment. Donc qu'est-ce qui se fait à côté? Et évidemment, le plus important pour moi, c'est l'entraînement utile et efficace. Parce que, une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que je joue 10 heures par jour? Alors moi, je réponds non, absolument pas. En fait, moi, je m'entraîne très peu. Je vais m'entraîner peut-être 1 à 2 heures maximum par jour. Parce qu'il faut que je m'entraîne de la façon la plus utile qu'elle soit et la plus efficace qu'elle soit. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie de jouer dans le vide. Et il faut qu'à la fin d'une session de jeu, je ressors vraiment plus fort. Ensuite, l'adaptation avec... Perdu. On peut lui donner un petit extra time, le temps de finir la slide. Alors ensuite, donc, on a l'adaptation parce qu'il faut énormément de remise en question. Lorsqu'on est dans un environnement compétitif, on va très régulièrement perdre et gagner. Il faut savoir vraiment se remettre en question, savoir accepter sa défaite, savoir que aujourd'hui j'étais nul, que faire pour progresser et revenir devant plus fort. Comme je l'ai dit, l'adaptation aux mises à jour, également de l'adaptation en temps réel, parce que quand on joue c'est du temps réel. Il faut de l'ambition, il faut se fixer des objectifs à pallier. Il ne faut pas se dire je commence Counter-Strike demain, je veux devenir le meilleur joueur du monde après-demain. Ça ne va pas marcher comme ça. Je pense qu'il faut se fixer des paliers et des objectifs.
Évidemment pour viser le toit du monde, pour viser le plus gros objectif. Parce que bon, je peux avoir une ambition, hein, qui est devenir le meilleur joueur de Courbevoie, mais si ça s'arrête là, je pense pas que... Ensuite, une très bonne hygiène de vie. Ça, on l'oublie très souvent. Beaucoup de joueurs vont passer, je sais pas, 15 heures par jour devant leur PC sans prendre de repos, alors que c'est très souvent le repos qui va vous permettre en fait de vraiment progresser, parce que vous allez pouvoir compiler toutes les données que vous avez appris le jour J pour justement les ressortir le lendemain. Je pense par exemple aux étudiants de l'école 42, si vous révisez quelque chose, je pense que si vous dormez pas de la nuit, ça va être très dur de vous rappeler ce que vous avez appris. Ensuite, évidemment, éviter la routine, parce que il faut savoir vraiment s'oxygéner l'esprit, réussir à passer à d'autres types de jeux, hein, même à d'autres types de jeux vidéo. Je suis joueur de Street Fighter. Moi, ma routine, ça va être de jouer, je sais pas, à Clash Royale, parce que justement, ça me parce que justement, ça me détend et en fait, ça me permet de m'oxygéner l'esprit et ne pas rester dans une routine de je joue qu'à Street Fighter et après, au bout d'un moment, ça me saoule et je progresse plus du tout. Du coup, je retourne dans l'entraînement utile et efficace. Évidemment, le plus important également, s'entourer des bonnes personnes qui vont vous permettre d'aller le plus loin possible et de progresser. Là, je sous-entends un peu de pas avoir d'amis trop nuls, sinon sinon vous progressez pas. C'est le conseil à retenir de cette phrase. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis, enfin ce qui me permet encore aujourd'hui d'être au top level. J'essaie vraiment de suivre ces 4 points du mieux que je peux. Et j'espère que ça vous a intéressé. Merci Olivier. Levez-vous et dites bonjour. Bonjour. Alors, ce coup-ci, on joue en double. On change un peu les règles du jeu. Et commence après. Ouais. Alors, refaites vos pauses. Putain, c'est moi. C'est plus facile, moi, pour le coup. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'allais pas bien, en vrai. Excusez-moi. Thomas, Alexandre, vous êtes prêts? Exact. Je vais lancer le chrono. Vas-y. Donc, du coup, nous, on a un petit peu plus de temps, on est deux. Hein. Oh, pardon. Ah, les questions-réponses avec Luffy, on les fait maintenant? On va un peu trop vite. On fait maintenant les questions-réponses avec Luffy. Donc, si vous avez des questions, je peux même donner le micro, moi, aux gens qui veulent poser des questions. Ça, c'est pas mal. T'as vu? Ça, c'est pas mal. Mon assistant. Qui veut poser une question? Je leur fais, qui a des questions? Bonsoir Olivier, je m'appelle Félix, je suis un grand fan de Luffy depuis sa victoire à niveau. Je voulais savoir, bravo pour ta médaille d'argent à Cannes, et étant donné qu'en face, un gamin de 18 ans qui vient du Japon, c'est vrai que c'était pas évident comme match. Non, j'ai suivi le match. Merci pour le rappel. Je voulais savoir pourquoi jouer à la manette PS5 au stick en fait. Ah, c'est une question très précise. Oui, en fait, parce que je joue à la manette PS1. Je joue pas au stick, ni à la manette PS4, ni à la manette Xbox. C'est tout simplement pour une question d'ergonomie et d'habitude. En fait, j'ai vraiment trop pris l'habitude de la forme de la manette, du poids de la manette, et également du toucher, parce que chacun des boutons est différent selon les manettes. C'est-à-dire que le ressort peut être différent, la réactivité peut être différente, même la puissance qu'il faut utiliser dans son doigt peut être différente pour appuyer son bouton. Tu as des manettes où tu dois frôler la touche pour appuyer, tu as des manettes où il faut appuyer un peu plus fort ou moins fort. Mais moi, c'est vraiment une question d'habitude. Et sinon, une dernière question. Avec ta manette PS1, tu peux jouer à tous les supports? Dès lors que un adaptateur existe, oui, je pourrais. Bon courage. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Juste en face. Bonjour, je m'appelle Aubry, je suis en seconde. Bonjour. Alors, je connaissais pas avant de venir, je connaissais pas toi parce que je m'intéresse pas beaucoup à Street Fighter. Mais du coup, je voulais savoir, vu que tu es sportif, si y a besoin d'avoir un niveau minimum sur le jeu dans lequel on voudrait évoluer pour pouvoir devenir joueur professionnel. Alors non, je pense pas. Je pense de toute façon tout le monde commence avec un niveau minimal. Hein. Même moi, quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde. Hein. C'était pas beau à voir. Hein, non, ça va quand même. Je me débrouille. Mais effectivement, non, tu n'as pas de niveau minimal à avoir puisque comment pourrais-tu jauger en fait quel est le niveau minimal? Non, c'est bon.
Du coup, non, effectivement. Après, je pense qu'il faut quand même, pour arriver très très haut, je pense qu'il faut quand même un truc que d'autres n'ont pas. Je pourrais pas te dire quoi, parce que, ça s'appelle le talent apparemment. Et effectivement, par exemple, moi, je suis dans le milieu depuis 10 ans, je connais les mêmes compétiteurs depuis 10 ans, et je peux te dire qu'il y a au moins 80% qui ne sont jamais arrivés à la première place d'un tournoi en 10 ans. Et du coup, ça veut dire qu'il y a 20% qui y sont de façon régulière. Et après, je pense que c'est vraiment, dans la dernière slide que j'ai mis, c'est vraiment dans la façon de travailler qui a permis de faire sortir ces 20%, je pense. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Ah, ouais, même plusieurs questions. Alors moi j'ai une question. Vous voulez y aller? Non, je rigole, allez-y. Ils veulent se rendre la question tous les deux. Moi j'avais une... Ouais, ok, go. Bonjour, je m'appelle Diane. Bonjour. Et je voulais savoir, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes maintenant qui veulent se lancer en tant que joueur semi-pro ou pro de jeux vidéo. Mais par exemple, pour certains jeunes qui sont encore dépendants de leurs parents, comment convaincre ses parents de se dire je vais devenir joueur e-sportif? Et surtout, est-ce que c'est vraiment viable dans le temps, ce métier-là, quoi? Alors, je vais pas te cacher, c'est très compliqué de les convaincre, surtout s'ils sont... en général, je pense que les parents, ils veulent quand même le meilleur avenir pour ses enfants. C'est-à-dire que avoir un diplôme, avoir un métier entre guillemets normal, et pas être e-sportif, parce que lorsque tu joues aux jeux vidéo, tu as toujours une variable aléatoire, parce que ce sont des jeux vidéo, hein, c'est aléatoire, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Et ton salaire va dépendre également de tes résultats, puisqu'il faut remporter des compétitions. Comment les convaincre? Je pense que, évidemment, si tu es très jeune et que, je sais pas, tu commences à 17 ans, mais que voilà, tu penses avoir un potentiel et également des structures décèlent un potentiel chez toi, je pense qu'il faut s'aider de ces structures pour réussir à les convaincre. Je pense que le père ou la mère, il va surtout se dire tu penses qu'aux jeux vidéo, tu vas vouloir jouer. Peut-être qu'il va pas être super réceptif à ça, parce que on va pas se le cacher que la génération précédente n'a pas baigné dans l'e-sport ou dans le jeu vidéo, donc ils sont moins réceptifs à ça. Je pense que il y a vraiment beaucoup d'exemples de joueurs très jeunes qui ont réussi à faire le pas, notamment dans du League of Legends ou du Dota 2. Je pense notamment au joueur EG Sumail qui a gagné les Worlds à 17 ans et qui a gagné la modique somme de 1,5 million de dollars. Donc je pense qu'après ses parents ont été convaincus. Merci. Ça aide effectivement. Oui. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Loubaki, je suis encore étudiant. Je voulais savoir du coup, tu parlais du fait que tu avais un bon entourage, que tu étais bien entouré. Vu que l'e-sport prend des proportions de plus en plus faramineuses, je voulais savoir si dans ton entourage, tu avais une équipe de managers ou quelque chose qui s'en rapproche qui te permettrait de gérer un peu ta carrière ou t'occuper de tes déplacements, enfin que tu puisses te concentrer entièrement à ton... Alors moi, je sport. suis un peu un cas particulier parce qu'en fait, pour moi, je pense que j'ai eu un seul manager dans ma carrière, parce que je suis passé par différents sponsors. J'ai eu plusieurs sponsors, j'en ai eu 4. Du coup, là, je suis aujourd'hui sponsorisé par Red Bull. En soi, je n'ai pas de manager. C'est parce que je travaille en toute autonomie. Ils savent ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, ça fait 10 ans que je suis dans le top. Ils savent très bien comment je travaille, que je suis assez sérieux, si je rencontre une difficulté un jour J, demain, je vais réussir à trouver la solution tout seul. Mais effectivement, je pense beaucoup de jeunes ou beaucoup d'équipes ou beaucoup de joueurs sportifs peuvent avoir besoin d'un manager. Pourquoi? Tout simplement, tu peux avoir des raisons, plein de raisons. Tu peux avoir une raison comme j'ai mon équipe League of Legends qui sont 5 personnes. Il faut leur prendre un vol pour aller à un tournoi, je sais pas, à Los Angeles. Comment faire? Comment gérer l'hôtel? Comment gérer la logistique? Tu peux avoir de la fonction d'analyse de vidéo, parce qu'en général, quand tu es joueur, tu n'as pas suffisamment de recul en fait, pour analyser tes erreurs. Peut-être par question d'ego. Je suis le meilleur du monde, j'ai pas perdu parce que je suis nul, mais j'ai perdu parce que le mec a eu de la chance. Un manager, ça peut être très intéressant aussi pour justement avoir ce recul que toi, tu n'as pas. Ou
un autre cas, ça peut être un manager peut vraiment te pousser vers le haut dans les moments vraiment les plus difficiles. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, Yann Cédric qui est là, c'était mon manager au Meltdown lorsque j'étais champion du monde. Il m'a pas beaucoup servi. Très sympa. Il m'a pas beaucoup servi. Ouais, ben si, franchement, si, son soutien était super important. Par exemple, moi, lorsque j'étais à Las Vegas, ou j'étais en Chine, ou j'étais au Japon, ou j'étais en Australie pour faire des compétitions, mon seul point d'appui, c'était qui? C'était mon manager qui était toujours là au quotidien, en fait, pour m'encourager, pour me dire t'en es où dans le tournoi, pour me dire attention, ton prochain joueur, il joue tel ou tel perso. Est-ce que tu sais quoi faire? Parce que lorsque tu es dans le tournoi, lorsque je suis dans la compétition, j'ai peut-être pas la tête à regarder l'arbre du tournoi, sachant que dans un tournoi, tu as peut-être 2000 participants. Je vais pas regarder suffisamment loin 8 tours après pour savoir qui je vais affronter. Et en fait, un manager, c'est surtout un appui pour vraiment une aide externe, en fait. Tout ce qui est analyse de vidéo, ça peut même être des questions psychologiques. Hein, si tu te sens pas bien dans ton jeu, ça se trouve que tu as les capacités, mais tu as un blocage psychologique quelque part qui fait que tu n'y arrives pas, et peut-être c'est le manager qui pourra te le dire. Merci. Merci pour toutes ces questions. On va s'arrêter là et je vous propose de venir embêter Olivier tout à l'heure pendant le cocktail si vous avez d'autres questions sur les managers ou les cash prizes. Et donc, bonsoir. Et donc, messieurs, attendez, je vous prépare voilà, votre belle slide. C'est la seule qui est belle, attention. Je vous laisse le bitonio. Préparez-vous. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je vous laisse 7 minutes. Fois 2, hein. On a eu le droit à 12 minutes. On leur donne un extra time, c'est ça? 12 minutes. On est 2, du coup, on va essayer de discuter un petit peu. On grattera un peu au pire. Vous avez négocié 12? Ouais, bah 12, on est 2, donc en fait, on t'a fait gagner 2 minutes, donc on rattrape un peu le retard de Luffy, nous engueule pas, attends, on fait ce qu'on peut. Ok, attendez, la technique en direct, voilà. Ça part pour 12 minutes. C'est parti. Maintenant. Alors, bonjour, vous allez voir des slides très beaux, voilà, ça s'est coupé, donc nous on est Alexandre Lutti-Delattre, moi-même, et Thomas Tristram, voilà, donc Proto sur internet. Exactement. Et voilà. Et donc on fait partie de la structure Gamers Origin, donc la petite 4e roue des structures aujourd'hui de l'e-sport qui grandit de plus en plus avec des équipes e-sportives et également un média. Donc nous on existe surtout à la base parce qu'on est des streamers et donc en fait on va voir qu'au fur et à mesure notre métier s'est développé en tant que streamer, youtubeur et animateur. Donc on va essayer un petit peu de vous expliquer les trois métiers qui sont en fait très liés et qui font juste partie intégrante de notre vie aujourd'hui. Alors, on va faire évidemment comme en fait Proto est venu à la dernière minute, moi j'ai un slide pour mon parcours. Mais j'ai pas de slide pour le parcours de Proto, donc j'ai mis une très belle photo. Il va vous expliquer comment il en est arrivé là. Moi, c'était pas exactement prévu. J'ai su aujourd'hui à 14h que je débarquais. Mais il est très bon, vous allez voir, il est très bon. Il sait très bien expliquer ce qu'il fait. Alors le truc c'est que bon moi c'était un petit peu différent de Luffy pour ce qui est de mon parcours parce que j'ai pas vraiment fait d'études, j'ai arrêté très tôt. En fait j'ai d'ailleurs pas trop eu besoin de convaincre mes parents parce que j'ai commencé à vivre seul vers 16 ans. Donc du coup j'ai commencé à m'investir tout de suite sur League of Legends, j'ai essayé de devenir pro et tout, donc du coup j'ai cherché une structure, des joueurs qui étaient aussi motivés que moi, etc. Mais c'était beaucoup plus difficile parce que c'est un jeu d'équipe, donc il faut trouver 5 personnes aussi motivées, aussi disponibles, et puis avec les mêmes capacités surtout. Et donc du coup j'ai passé 3 ans à m'investir beaucoup là-dessus en même temps que je travaillais un petit peu. Et finalement ça n'a pas bien marché parce que je pouvais pas m'investir assez, j'étais pas assez bon pour ça. Et Hearthstone est sorti. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer tout de suite à la sortie du jeu sur une scène qui n'était pas du tout installée. Et donc j'ai pu gagner quelques tournois comme ça. C'est comme ça que j'ai été découvert et qu'il y a des gens qui ont voulu que je commence à stream parce qu'au début moi j'en avais pas trop l'idée. Mais il y a des gens qui étaient intéressés, donc voilà, par le fait d'apprendre comment je réfléchissais, comment je joue, quelle est ma réflexion globalement derrière le jeu. Donc au fur et à mesure, je me suis mis à faire ça très régulièrement, à faire des petites émissions un peu rigolotes où j'essaye d'apprendre aux gens à jouer et puis où j'essaye d'être marrant, des fois. Et ça marche bien, hein. C'est pour vrai. Donc du coup moi pour mon parcours c'est un petit peu plus j'ai fait un truc genre mon CV. Alors moi j'ai fait une école de communication, ça se voit pas au slide, vous inquiétez pas. Donc du coup j'ai un master 1 et un master 2 et en fait pour la petite anecdote j'ai rencontré Protozoa ici même à 42 il y a un peu plus d'1 an et demi et c'est à partir de là que j'ai réussi à rentrer dans le milieu de l'e-sport. Donc moi je viens vraiment d'un circuit un peu plus classique. J'étais un grand fan de présentation, de théâtre d'improvisation, j'ai fait ça pendant quelques années et j'étais fan aussi d'e-sport. Donc j'étais depuis que j'étais tout petit j'avais un
grandi dans ma chambre et j'ai appris très vite à jouer avec des potes en ligne. Donc on fait un petit point voilà, sur les jeux qui ont bercé notre enfance. Et moi, c'est vraiment ces jeux-là en ligne sur lesquels j'ai commencé. Donc bon, Proto a d'autres jeux évidemment, mais j'ai commencé en fait sur Dofus. C'est le tout premier jeu en ligne auquel j'ai joué. J'avais 13 ans, j'arrive et je vois un mec, je lui parle et tout, il me dit j'ai 21 ans. Je fais quoi, t'as 21 ans, tu joues encore à Dofus? J'ai relancé le jeu hier, j'en ai 23. Ouais, et moi, c'est plus ou moins les mêmes, sauf qu'on remplace Call of Duty par Magic, du coup. Ah ouais, donc on a à peu près les mêmes jeux. Donc après, moi, je suis passé sur Call of Duty, qui était à l'époque en pro mode. Donc c'était le mode compétitif de Call of Duty qui ressemblait un petit peu à Counter-Strike. Donc Code 4 hein, pour les intimes. Ensuite, League of Legends. Bah, là, il y a vous connaissez comment on appelle ça, la fuite des cerveaux. Bah, il y a la fuite de tous les jeux du monde entier pour League of Legends à un moment. Donc c'est à ce moment-là qu'on a tous switché. Et ensuite, Hearthstone et Overwatch, qui sont aujourd'hui les jeux sur lesquels je suis le plus impliqué. Donc voilà. Alors on va vous parler d'abord du métier de streamer, qui est un tout nouveau métier. Donc c'est moi j'ai du coup en rencontrant Protozoaire ici la première fois, je lui ai demandé est-ce que je pourrais venir streamer un jour chez toi. Donc il m'a invité. Faut savoir que nous c'est ce pourquoi on est payé quasiment aujourd'hui principalement. Donc en fait on va jouer devant des gens. On peut communiquer avec eux en live, ils peuvent communiquer avec nous et on va juste essayer de faire passer les bons moments qu'on passe ou alors les moments pédagogiques qu'on passe en leur expliquant ce qui se passe. Donc c'est ça notre métier principal aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc on fait partie d'une équipe, ça c'est très important, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut connaître des premières web TV, des radios, de ce genre de choses. Donc là vous avez le beau faciès de la majorité des gens de Gamers Origin sur Hearthstone. Des têtes assez sympathiques. C'est pas les pires photos. Hein. et donc il faut vraiment aussi voir que il y a deux types de choses. En règle générale, il y a les streamers solo, ce qu'on appelle les indépendants. Et puis ensuite, il y a une partie très typique français. Enfin, vraiment en France, c'est quelque chose de très mais c'est quelque chose qui se fait pas du tout à l'international. Ouais, c'est le fait d'avoir une web TV. Voilà, c'est ça. D'avoir une équipe ensemble qui va streamer. Donc du coup, ça fait plein d'individus, de personnalités. Nous, on a une télé Hearthstone du coup qui tourne 24 heures sur 24. Voilà, si vous allumez votre téléphone ou votre ordinateur à n'importe quelle heure de la journée, il y a quelqu'un, l'un de nos streamers qui est en live pour partager du contenu Hearthstone. Pour faire un petit point juste sur Hearthstone aussi, pourquoi c'est aussi bien à streamer, c'est parce que ça a vraiment un côté radio libre. Ça a un côté qui est, contrairement à d'autres jeux vidéo, qui sont Street Fighter typiquement, League of Legends, qui sont très actifs. Counter-Strike, n'importe quoi comme ça, c'est beaucoup plus facile sur Hearthstone simplement de pouvoir prendre le temps de lire son chat, de discuter avec les gens entre les tours de jeu. Pas comme sur Counter-Strike où juste on n'a pas vu un truc, instantanément on perd la partie, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des jeux comme Counter-Strike, Overwatch qui sont beaucoup suivis en compétition parce qu'on s'intéresse à voir comment ça se passe, mais c'est aussi pour ça que Hearthstone marche extrêmement bien en stream quotidien et c'est pour ça que nous, toute notre société s'est basée sur ce stream 24/24 parce qu'il faut bien savoir que Hearthstone, du coup, c'est un jeu qu'on appelle un side game, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à Hearthstone, enfin la plupart d'entre nous, on a commencé à jouer à Hearthstone en attendant une game de League of Legends. C'était vraiment un petit jeu qu'on pouvait caler à n'importe quel moment et donc la grande force du jeu, c'est que les gens peuvent jouer et vous regarder jouer en même temps, ce qui n'est pas le cas de la majorité des jeux. C'est très dur de faire du football et de regarder quelqu'un faire du football. Ouais, c'était aussi accessoirement son format, donc des parties potentiellement très courtes, quoi. C'est exactement ça. C'est une très bonne image. Donc du coup voilà, là c'est la possibilité de vous jouer aux échecs et vous regardez quelqu'un qui joue aux échecs, c'est la même chose mais avec un nouveau jeu de cartes qui s'appelle Hearthstone. Donc ensuite la deuxième partie de notre métier et qui est sans doute celle sur laquelle on va avoir le plus d'audience, c'est youtubeur. Et on a un superbe YouTube, abonnez-vous, au nom de Proto et Lutti du coup, qui est basé sur Hearthstone. Donc aujourd'hui on est la 3e chaîne Hearthstone en France, donc il faut voir un petit peu l'audience globale de YouTube, la réduire à Hearthstone, la réduire à la France, et puis ensuite voici notre audience du coup qu'on peut toucher. Donc on a repris le YouTube il y a 1 an à peu près en duo du coup. C'est un truc comme ça, ouais. On a repris le YouTube il y a 1 an, qui était à la base le YouTube général de Gamers Origin, sur lequel tous les streamers de Gamers Origin postaient régulièrement des vidéos. Au final, on l'a repris juste tous les deux. On était à quelque chose comme 30 000 abonnés, je crois, il y a 1 an. On s'est rendu compte aussi, et c'est pour ça que les multigaming, enfin les structures comme les nôtres, les web TV ont de plus en plus peur, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, exactement comme dans le milieu politique, on va aimer voter ou s'abonner pour une personnalité et pas pour une entreprise. C'est-à-dire que faire s'abonner les gens à Gamers Origin, c'était beaucoup plus dur. Faire s'abonner les gens à Proto et Lutti, c'était plus facile. Il y a beaucoup plus d'empathie. On vote tous pour un homme politique et pas pour l'UMP ou les Républicains, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que on est vraiment sur YouTube aujourd'hui sur une pratique où on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière le youtubeur, qu'il y a beaucoup de monde, mais on va s'abonner pour une personnalité. Donc c'est grâce à cette stratégie qu'on est arrivé à 11 millions de vues en cumulé, 45 000 abonnés et environ 850 000 vues par mois en faisant des vidéos quasiment quotidiennement. Donc c'est tout petit, mais c'est aussi énorme. Donc c'est très compliqué de juger réellement
dans le milieu dans lequel on vit aujourd'hui, on se rend compte que c'est des chiffres qui sont immenses, qu'on n'aurait pas imaginé dans les années... Mais qui en soi veulent pas dire grand-chose. Voilà, c'est ça, qui en soi sont aussi petits. Voilà. Donc c'est assez fou. Donc moi j'ai eu l'occasion du coup d'être aussi monteur. J'ai fait 57 Best of Gamers Origin que vous pouvez voir un petit peu partout. Ça c'est les vidéos les plus vues de notre chaîne du coup. 10 Best of Fail et du coup on a fait une vidéo par jour pendant quasiment 1 an. Alors, on va parler vite fait de la collaboration que j'ai eue avec Mamitwink. Mamitwink, c'est un youtubeur qui a lui 400 000 abonnés. Et donc, du coup, il y a des petits bullet points. C'est très très moche, mais je pense que ce slide, c'est le plus intéressant de tout ce que j'ai écrit. C'est, à mon avis, ce qu'il faut aujourd'hui pour être youtubeur et comment faire en fait pour exister en tant que youtubeur aujourd'hui. Je parle vraiment des jeux vidéo là pour le coup, je parle pas des youtubeurs humour, je parle vraiment des jeux vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec ces bullet points que tu n'as pas encore lus? Alors pour le moment oui, mais cela dit je pense que ça marche relativement bien aussi pour les gens qui font pas que du jeu vidéo. Globalement pour évoluer sur YouTube ça semble des conseils assez cohérents. Donc voilà, moi c'est surtout ça en fait, la partie numéro 1, beaucoup de veille. En fait depuis que je suis tout petit je regarde YouTube et j'en ai profité pour faire tous mes exposés, mes rapports de stage, tout ce que j'ai fait en école de communication, ça concernait souvent YouTube et l'e-sport et les jeux vidéo. Donc du coup, j'avais une grosse connaissance globale qui m'a un peu aidé. Au final, on apprend quand même beaucoup sur le tas. Et puis après, voilà, c'est de profiter des opportunités. Ça, vous l'avez vu aujourd'hui dans les tendances sur YouTube. Dès qu'il y a une actualité qui pop, forcément, on peut essayer de graber en fait à chaque fois qu'il y a une grosse actu, on peut essayer de graber une nouvelle audience. Évidemment, les rencontres entre autres youtubeurs et les collaborations, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va vous permettre juste de sympathiser avec ces gens-là. C'est des passionnés et ça va créer un écosystème autour de vous-même pour vous faire connaître. Et puis après, c'est se tenter de se différencier en faisant des choses différentes des autres gens. Parce que si vous arrivez, vous faites comme tout le monde, que vous connaissez personne, vous n'y arriverez jamais. Oui, surtout accessoirement, continuer de faire ce qui nous plaît, surtout. Parce que sinon, ça se voit que ça ne nous plaît exactement. pas et c'est jamais du bon contenu. Donc, du coup, accessoirement, Lucie maintenant se met plutôt sur Overwatch. Et moi aussi, j'arrête un petit peu Hearthstone pour Cross Maga, un autre jeu de cartes. J'en parlerai peut-être. Il faut vraiment en tout cas que la passion reste au centre de tout parce que les gens ils le voient et si vous êtes plus motivé quand vous faites des vidéos ça se voit et ça descendra. Il me reste un peu de temps encore je crois, il reste plus beaucoup de slides. Alors ça c'est un slide moche pour vous dire que et oui nous devons nous occuper de nos réseaux sociaux parce que c'est notre seul moyen de communication aujourd'hui. On a 2 types de médias audiovisuels, le stream et diversifier YouTube. nos médias c'est hyper important justement passer par tous les réseaux sociaux ouais c'est ça. On n'est pas très bon en plus mais on le sait. Moi j'ai fait 5 ans d'études de communication et j'ai l'impression de m'être mieux occupé des marques que j'arrive à m'occuper de moi, c'est un peu triste mais voilà c'est le plus important, en tout cas c'est notre seul moyen de communication aujourd'hui, donc c'est celui sur lequel il faut se diversifier le plus possible et être le plus souvent présent. Et cela dit, Gamers Origin nous aide beaucoup pour ça. C'est aussi un des gros intérêts d'avoir une équipe. Alors, et on est aussi du coup des animateurs. Là c'est différents exemples, mais voilà, on a la chance d'avoir un petit peu de visibilité sur internet et donc de pouvoir faire des événements comme celui-ci, mais surtout des événements sur lesquels on va animer des grandes scènes, animer des plus petites scènes, faire des animations pour les éditeurs, faire des animations pour des meltdowns, ce genre de choses. Donc là, on revient à peine du Montpellier Sport Show, qu'on a animé sur différents jeux respectivement. On a fait le Hearthstone Festival l'année dernière, la Paris Games Week ces 2 dernières années, donc cette année et l'année d'avant. On va Made in Asia à la fin de la semaine. Ça, le week-end prochain. Et on a fait plein d'ouvertures de Meldon et autres animations Meldon que Yann Cédric, qui est juste ici, a quand même fondé aussi. Donc voilà, je crois qu'après on dit merci et c'est maintenant si vous avez la moindre question. Il reste 1 minute 14. Oh là, on est dans les temps. Grand prince, 1 minute d'avance. On rattrape le mais fil. Il parle vite en même temps. Ouais, désolé, on parle un peu vite, mais il fallait rattraper le fil. Du coup, est-ce que vous avez des questions pour ces 2 gardes-avant? Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis étudiante à 42. Alors moi j'ai plein de questions, il faudra m'arrêter quand vous en aurez marre. Alors déjà la première question c'est que en tant que streamer sur Gamer Origin, est-ce que vous n'avez pas l'impression justement vous avez parlé du fait qu'il y a beaucoup de structures en France et très peu à l'étranger, et vous n'avez pas l'impression qu'il y a pas mal de personnes en fait qui commencent dans une structure pour se démarquer et sortir de la structure, et justement le fait que Canal rachète beaucoup de joueurs, est-ce que justement c'est pas la fin de ces structures, de fait qu'on mettra plus en avance une personnalité plutôt qu'une structure en particulier? C'est quoi répondre? Ok. Alors, moi, c'est la grande peur aujourd'hui. C'est un problème que tu évoques, qui est un problème qui est minime et qui est encore plus grand aujourd'hui. C'est au niveau des marques en règle générale. C'est-à-dire qu'on se rend compte, comme je l'ai dit à un moment, que les individus prennent le dessus et qu'au final, on va aller aimer quelqu'un et on va plus aimer une marque, on va plus aimer un produit, on va aimer la personnalité.
Donc aujourd'hui les structures sont évidemment pour la plupart comme Domingo, comme Zerator, on peut en citer beaucoup dans ce milieu-là qui sont venus grab de la notoriété grâce du coup à la structure et qui ensuite peuvent s'en aller en indépendant. Et en plus s'en aller en indépendant ça veut aussi dire souvent avoir un espèce de renouvellement d'air frais, ça aide beaucoup. On l'a vu avec l'Arma Team, je sais pas si vous avez entendu parler, eux ils étaient chez Millennium, ils sont partis de chez Millennium pour recréer une structure indépendante, ça reste une structure quand même, mais ils ont eu du coup une espèce d'effet de gros buzz parce que voilà, c'est ce côté franchouillard, on aime beaucoup se dire il était en CDI bloqué dans son truc et il a pris ses balls, il est parti faire son truc tout seul, et donc du coup on va mettre vraiment en avant ce côté indépendant. Est-ce que c'est la fin des structures pour autant? Je suis pas sûr sur tout ce qui est compétitif. Par contre sur tout ce qui est média, c'est sûr que ce soit dans les grandes marques ou que ce soit dans le milieu de l'e-sport, les personnalités sont en train de prendre le devant, clairement. Et les images de marque, tout ce qu'on connaît depuis tout le temps dans la communication est en train de dégringoler à cause de ça. Voilà. C'est global, mais c'est vraiment très... c'est un truc, on s'en rend pas encore tous compte, mais je sais que les grands groupes de communication, ils sont tous en train de réfléchir à quelle est la personnalité qu'il faut qu'on affecte à notre marque, parce que sinon on va se casser la gueule. Ouais, mais comme tu dis, ça, c'est quelque chose qui est plus vrai donc, pour les streamers que pour les joueurs e-sport, en réalité. Et j'ai une autre question aussi du coup, et justement le fait que ça devienne ultra compétitif, tout ce qui est jeu, est-ce que vous n'avez pas peur en tant que joueur plus qu'en tant que streamer que ça sonne un petit peu le glas de tout ce qui est jeu solo style The Witcher et des choses comme ça en fait, le fait que justement ça soit ultra médiatisé, que tous les prochains jeux solo qu'on a connus justement, qu'on a montré au début, que au fur et à mesure les jeunes se délaissent les jeux sur la console et vraiment que des jeux en multi sont à venir quoi. Ça dépendra surtout, j'imagine, des gros studios qui font ces jeux-là, qui vont probablement que décider, comme avec For Honor pour Ubisoft, de faire des jeux qui veulent être compétitifs et qui sont potentiellement aussi des jeux qui sont possibles à jouer en solo sur la console, tout ça comme ça. Mais peut-être effectivement qu'on verra sortir moins de jeux purement solo dans les prochaines années. Oui. En tout cas, on voit de moins en moins de jeux qui sont soit purement solo, soit purement... Enfin, on voit de moins en moins de jeux qui sont et solo et multijoueurs, c'est vrai. On a soit l'aspect e-sport tout de suite, et on le sait que c'est compétitif, que c'est du 1 contre 1, que c'est de la compétition. Faut savoir aussi que un League of Legends, pour les parents qui se demandent mais pourquoi mon enfant il aime tant jouer à League of Legends, à chaque fois que tu fais un kill dans League of Legends, tu tues quelqu'un à distance virtuellement, et ça te met de l'endorphine dans ton cerveau, et du coup t'es content. Et c'est exactement ça en fait, c'est cette sensation d'être un gladiateur virtuel, et c'est pour ça que Clash Royale, quand tu gagnes une partie de Clash Royale, t'es beaucoup plus content quand t'as fini ton niveau Candy Crush, parce que tu sais que t'as battu quelqu'un. Donc dans le futur, je pense que les jeux e-sport vont de plus en plus se développer, mais il restera des pépites de jeux solo qui resteront toujours, parce qu'il y aura toujours la moyenne d'âge des gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est plus de 30 ans, et ces gens-là ils sont encore très très habitués à leur vraie histoire dans un jeu vidéo quoi. Voilà. Je pense que c'était ça ma réponse. Ouais, je suis assez d'accord. Moi j'avais une petite question un peu basique, mais oui. Donc on gagne sa vie? On survit. Plutôt. Non, alors ça dépend encore à quel niveau. Quand on est au tout début, c'est moi personnellement qui ai fait des études que mes parents ont financées avec leurs sous-sous. Quand ils voient que je gagne des clopinettes entre guillemets, ils sont un peu déçus. Alors si je peux me permettre, en vrai pour toi c'est peut-être un peu moins dur. Pour toi c'est dur, mais enfin si tu veux, moi j'ai passé avant de vraiment faire quelque chose, d'en faire mon métier, j'ai passé 3 ans à essayer de percer. Donc toi finalement ça a été tout d'un coup. Ouais. Mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui peuvent en vivre. Nous ça va en vrai, on en vit quand même acceptablement. On s'en sort. Après on aimerait bien habiter ailleurs qu'à Paris quoi. On peut très très bien en vivre, mais c'est difficile d'en vivre. Donc sinon Gamers Origin nous accompagne extrêmement bien, et on sait que voilà, on n'est pas on roule pas sur l'or, mais après on sait aussi que c'est un milieu où on connaît des gens qui sont devenus indépendants après ou qui sont encore dans les structures, et en fait c'est tellement en train d'exploser comme milieu que c'est un peu un pari de dire là on gagne pas beaucoup, mais ça se trouve il va y avoir beaucoup plus d'argent d'ici quelques années, et si on est encore là et qu'on est solide, on va pouvoir c'est un investissement. Voilà, c'est ça, on va pouvoir un peu mieux vivre. Oui. Alors, en fait, l'après-gamer, c'est une bonne question. Je pense que je serai gamer jusqu'à ma mort. Mais en tout cas, le vrai après-gamer, c'est que personne aujourd'hui ne sait ce qui va se passer. Et c'est ça qui est aussi très excitant, c'est qu'on est dans des corps de métier où ça n'existait pas avant. Donc, nous, on est un peu la génération 2,5, on va dire, des gens plus ou moins connus. Donc, on est un peu en dessous on regarde un petit peu ce qui se passe devant nous, comment ça évolue. Franchement, on ne sait pas. Personne ne sait ce qui va se passer, c'est ça qui est très excitant, parce que du coup on se dit c'est des nouveaux métiers, on sait pas comment ça va évoluer. En plus il y a les médias traditionnels, un des deux, qui vont vraiment avoir une grosse implication dans l'e-sport. On voit il y a Canal qui est là, il y a Bein qui se lance, mais même la télé et internet, on sait tellement pas ce qui va se passer qu'on est tous aux aguets, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui vont juste buzzer sur un effet de mode, et il faut juste saisir les bonnes opportunités au bon moment.
Donc du coup, après l'après-gamer, on deviendra conseiller pour des gens qui seront les petits gamers. Voilà. Bravo, merci. L'après-gamer, ça peut potentiellement être aussi, entre autres, ce que fait Yann, par exemple, le manager. C'est une option. Il y a plein de trucs. Enfin, oui, c'est ça, clairement du suicide. Il y a plein d'options. Chez Canal aussi, c'est pas mal ça. Mais en tout cas, je pense que l'après-gamer d'un streamer, youtubeur, personnalité est beaucoup moins dangereux que l'après gamer d'un vrai gamer e-sportif, parce que e-sportif c'est franchement aujourd'hui le suicide social dans l'e-sport, c'est se lancer en joueur e-sport, parce que c'est super dur en fait. C'est comme devenu comme un joueur de foot, alors que nous on est devenus les commentateurs, et en fait un commentateur de foot aura toujours plus de, enfin entre guillemets, plus de facilité, parce qu'il aura une carrière qui pourra être plus longue, alors qu'un joueur de foot, il faut qu'il devienne commentateur après. Tout simplement. Alors, en soi, un joueur e-sport doit être le meilleur, juste un content provider doit produire du contenu. Il y en a beaucoup qui sont pas les meilleurs et qui sont très connus, voilà. On n'en fait pas partie. Non mais c'est vrai. On a vu le contenu YouTube se dégrader au fur et à mesure des années, et je pense que tous les jeunes qui sont dans cette salle se rendent compte que au final, voilà, ça se globalise tellement que comme à la télé, il y a de la merde, quoi, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci les gars. Allez, Yann, à la casserole. Même consigne, en solo cette fois-ci. T'es prêt? T'as révisé un petit peu? Bon, très bien. Allez, théâtre d'impro. C'est vrai? Bon, je te mets 2 minutes alors. Non, je t'en mets 7. Ah, j'ai cassé l'iPad. Ah non, c'est bon, il est décassé. Voilà. Tu es prêt? Ah oui. Ne triche pas. Allez, c'est parti. Donc, bonsoir, je suis Jens Mingui. Tu veux me déstabiliser? Je suis là pour présenter le métier d'e-sport manager, qui est l'un de mes différentes casquettes. Donc moi, je me simplifie pas la vie, parce que j'ai la flemme de faire un seul métier à la fois, donc j'en ai 5 en ce moment. Donc e-sport manager en est un. Que dire de plus? Il y a 13 ans que je suis dans l'e-sport. Je commençais à 19 ans, ça s'appelait pas l'e-sport, ça s'appelait pas. On jouait aux jeux vidéo de façon compétitive, on voulait être les meilleurs, et on pouvait, si on avait de la chance, gagner un bravo. Après, on a gagné une souris, et puis maintenant, ils gagnent des millions d'euros. Donc voilà, moi, je suis devenu e-sport manager sur le tard, très tard. En fait, à la base, j'étais un joueur e-sportif qui s'est révélé être un joueur raté. Et donc, comme j'adorais l'e-sport, j'ai voulu continuer dans ce domaine-là, et je suis devenu premièrement rédacteur, puis community manager, puis j'ai eu une boîte de community management, puis j'ai eu la chance de monter un projet qui s'appelle le Meltdown, qui a bien réussi et qui m'a permis d'investir dans pas mal au moment de la revente, dans pas mal de sociétés différentes. Et dans l'une, j'ai investi parce que j'adorais l'e-sport, qui s'appelle Gamers Origin, et j'ai surtout investi de ma personne en devenant leur DAF, puis leur e-sport manager, et maintenant je suis uniquement l'e-sport manager. Voilà. Donc ça, c'est pour l'historique. Sur le métier en lui-même, donc là, alors qu'est-ce que j'avais raconté? T'as fait une école de com, toi aussi? Non, j'ai fait aucun. Alors moi, j'ai pas fait d'études. Donc j'ai joué aux jeux vidéo dès mon plus jeune âge, dès que j'ai pu. Non, parce que les études. Non, mais moi, je suis pas capable. Je suis quelqu'un qui est pas capable d'apprendre, en fait, quand on me dit il faut que tu saches ça, je suis pas capable de l'apprendre. Je suis obligé d'apprendre en faisant des erreurs et à l'expérience. Donc tout ce que je sais, je l'ai appris en tâtonnant. Voilà, j'ai créé des boîtes en tâtonnant, j'ai appris à gérer un bar en tâtonnant. Maintenant, j'ai appris à gérer des joueurs en tâtonnant, à leurs dépens. Et donc, voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, quand on a fondé le Meltdown, on a eu des joueurs qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils voulaient représenter notre marque. Parce que le Meltdown, c'était cool, c'était un bar, venir boire gratos et foutre des tatanes aux autres joueurs sur les jeux, c'était sympa. Donc, Luffy nous a rejoints en 2013, et à son contact et au contact des 2-3 autres joueurs qu'on a accompagnés à l'époque, j'ai pris goût à les accompagner en compétition, à les encourager, à prendre soin d'eux, à faire en sorte qu'ils gagnent là où moi j'avais pas réussi à gagner à l'époque, dans le passé. Donc en fait il y a un petit côté psychologique à mon avis qu'il faudrait analyser, mais ce sera pour avant ma mort. Donc entre temps, j'ai appris ce métier-là, et ce métier, il y a pas mal de points qui font qu'on peut être un bon e-sport manager. La première chose à savoir, c'est qu'il faut pas faire ce métier. Si vous avez envie de le faire, arrêtez. Mais si on vous retrouvez coincé vous avez plus le choix, et pour continuer dans l'e-sport, vous êtes obligé de faire ça. Et ben voilà les points. Donc le premier, c'est savoir recruter les bonnes personnes sur les bons jeux au bon moment. Donc en fait, en gros, si vous voulez, dans l'e-sport, il y a quelques jeux. Il y a quelques années, il y en avait 3 ou 4. Maintenant, il y en a, je dirais, une petite
toute petite dizaine de jeux qui sont compétitifs à haut niveau et qui surtout permettent à une société de vivre de ses joueurs. Donc ça veut dire d'avoir une représentation, d'avoir des sponsors que ça peut intéresser, de sponsoriser des joueurs sur ce jeu-là. Par exemple, on va citer League of Legends, qui est forcément le jeu le plus connu en e-sport à l'heure actuelle. Ce jeu-là est le jeu e-sport. Donc forcément, c'est super bien d'avoir une équipe sur ce jeu-là. Par contre, comme je viens de le dire, c'est le jeu e-sport. Donc tout le monde veut être sur ce jeu-là. Donc c'est très difficile. Et puis après, il y a d'autres jeux comme Clash Royale ou comme le jeu de danse là, comment ça s'appelle, Just Dance, qui sont des jeux où il y a beaucoup moins de sportifs et du coup, c'est beaucoup plus facile de les recruter. Et pourtant, ça peut intéresser aussi des marques de sponsoriser, par exemple, une championne de Just Dance, donc Dina, je crois qu'elle s'appelle, la vice-championne du monde française. Et donc voilà, une marque, forcément, c'est un autre e-sport. C'est un e-sport où on danse, donc ça peut, je sais pas, intéresser une marque de vêtements de sport ou ce genre de choses. Donc à côté de ça, donc il y a les jeux, il y a les joueurs. Donc un joueur, s'il est bon, il va forcément être dans une bonne équipe. Donc il va être difficile à recruter. Donc les seuls joueurs qu'on peut recruter, c'est les joueurs qui sont pas encore dans les équipes. Donc il va falloir les scouter, il va falloir les trouver, il va falloir les trouver comme on les trouve. En général, les joueurs entre eux savent qui sont les meilleurs joueurs qui ont 10 ans de moins qu'eux. Donc ils vont vouloir le cacher. Et donc il va falloir aller les interroger et leur donner l'envie de te faire découvrir des nouveaux joueurs. Donc ça c'est le côté un petit peu psychologique. Il faut leur faire dire qui sont les mecs qui sont meilleurs qu'eux. Et en général, ça se joue à la fierté et tout. Est-ce que tu crois que lui, il est meilleur que toi? Il te dit non, donc ça veut dire que lui, il faut le prendre. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les résultats. Donc il faut aussi se baser sur les résultats des joueurs. Un joueur peut être super fort, mais ne jamais obtenir de résultats, comme le disait Luffy tout à l'heure, sur 10 ans de compétition qu'il a pu expérimenter dans un jeu particulier, Street Fighter. Il n'y a que 20% qui ont réussi à perf. Et tous les autres, c'était juste des wannabes numéro 1, quoi. Bon, après, on peut se satisfaire d'un éternel de numéro 2 ou 3. Ça permet de vivre aussi. Ça dépend des jeux. Mais sur Street, je pense un mec qui serait toujours deuxième, il pourrait vivre. Mais bon, être le numéro 1, c'est important. Et donc, pour un manager, être capable de reconnaître qui sont les joueurs qui sont capables de perfer, qui ont le mental, qui ont l'envie. Parce qu'il avait mis un des points aussi, c'était l'ambition. Il est passé très vite dessus, mais avoir l'ambition d'être premier, et c'est-à-dire ne jamais s'arrêter tant que t'es pas le meilleur du monde, c'est super important et c'est très rare. Moi, en tant que manager, j'en ai vu peut-être 3-4 des joueurs comme ça qui avaient juste l'ambition, enfin, il ne se serait jamais arrêté. Luffy en fait partie. Stefano, qui était un joueur de StarCraft 2 aussi, il pouvait pas s'arrêter tant qu'il n'était pas meilleur que tout le monde. C'est que 2 exemples, mais il y en a plein d'autres comme ça. L'accompagnement, donc ça, c'est le plus logique quand on parle de manager. Accompagner les joueurs au jour le jour, donc dans leur vie de tous les jours. Donc Olivier, alors c'est encore une exception. Lui, c'est le seul joueur que j'ai qui est capable de s'autogérer. Mais tous les autres, il faut leur apprendre à faire pipi, leur apprendre à se torcher, leur apprendre à faire les courses, manger équilibré, se lever le matin. Quand je dis le matin, c'est avant 18h. Voilà, donc il faut être capable d'accompagner des enfants, des grands ados, des jeunes adultes, mais qui sont dans leur tête, ils ont 2 ans d'âge mental et ils savent. Non, mais je regardais vers le. Ils ont 2 ans d'âge mental et ils savent faire une chose dans la vie, c'est jouer aux jeux vidéo. C'est pour ça qu'ils sont très bons. Mais le reste, ils savent pas le faire. Donc il faut être capable de se dire, voilà, moi je vais le faire à leur place et je vais leur rappeler. Et en fait, au final, il faut leur apprendre à le faire parce que le but, c'est pas de le faire pour eux toute leur vie. Et puis donc en LAN, donc LAN, ce qu'on appelle LAN, c'est les compétitions en fait où on se retrouve dans un stade ou dans une salle et on joue les uns contre les autres. Et donc c'est là que les tournois se passent. Oh putain, il reste 5 secondes. Il faut faire vite. Ah ouais. Donc voilà, bon, on les apprend en LAN. Organisation, trouver les compétitions. Bon, bref, on leur trouve toutes les compétitions auxquelles ils doivent participer. On organise comment y aller, de faire en sorte qu'en gros ils aient plus qu'à se concentrer sur la victoire. Suivi journalier. Je l'ai dit juste avant, donc en fait il y avait 2 fois le même point. Oui, alors si quand même, il faut quand même être vachement présent dans leur vie de tous les jours. Ils ont beaucoup de problématiques, que ce soit d'ordre psychologique, d'ordre justement parental. Il y avait une question par rapport à ça. C'est le rôle du manager aussi de convaincre les parents. Là en ce moment j'ai un joueur qui s'appelle Dargamas, qui a 16 ans, qui est belge et qui devait venir à Paris, à Montpellier, et on va à Lyon la semaine prochaine, enfin le week-end qui arrive. Et convaincre ses parents que moi je vais m'occuper de leur gosse, qu'ils m'ont jamais vu, ils doivent me faire confiance, l'envoyer en train de Bruxelles à Paris, je vais le chercher à la gare, machin, blablabla. C'est très compliqué, mais ça fait partie du boulot.
Et je l'ai fait pour un joueur hongrois dont la mère ne parlait pas anglais, donc il y avait un traducteur hongrois-anglais qui parlait anglais comme une vache espagnole. C'était absolument, j'ai passé 4 heures un dimanche après-midi, j'ai passé un moment incroyable. Liaison structure joueur. Alors aussi voilà, par exemple les 2 joueurs qui sont là sont de Gamers Origin, Luffy chez Red Bull. Il y a plein d'autres structures. Il faut savoir en fait toujours défendre le joueur et la structure, parce que le joueur peut être aussi avoir une mauvaise influence, une mauvaise réputation, peut mal se comporter, que ce soit envers les sponsors ou sur les réseaux sociaux. Il faut être capable de lui faire comprendre que s'il agit de façon négative, la structure va mal le prendre et il peut se faire virer de la structure ou plus grave, la structure peut perdre le sponsor et donc ça peut impacter la vie des autres joueurs de la structure. Donc il faut toujours être capable de faire le milieu, parce qu'il ne faut pas non plus que le joueur se sente lésé lui de son côté. Et les sponsors, voilà, j'ai fait le point très rapidement sur les sponsors. Donc en gros, toutes les structures sont vives de l'e-sport grâce aux sponsors. Et il faut faire attention à ce que à la fois leur image de marque soit respectée, les contrats soient respectés, les joueurs soient heureux, ou au moins fassent semblant d'être heureux de représenter la marque. Et le cas échéant, quand c'est vraiment une marque qui sponsorise au niveau de l'utilisation matérielle ou ce genre de choses, qu'ils le fassent bien et qu'ils gagnent avec le matériel de la marque. Voilà. Bravo. Merci. C'était 4 minutes là. Là, c'était. Tu m'as bien eu. Non, je t'ai mis 7. Je t'ai mis 7 avec un petit sérieux extra time en plus. Ah ouais. Ouais. Et on s'arrange, on est comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Plein de questions. Est-ce que mon assistant est là dans la salle? Allez, il est là. Et il faut avoir un assistant aussi, ouais. C'est très pratique. D'abord, du coup, c'est moi qui choisis. Bonsoir, Mickaël, je ne suis pas d'ici, je suis avec le pôle universitaire de l'honneur de Vinci, voilà, sur la défense. Et je suis comme vous, je suis manager. Voilà. J'ai une question, est-ce qu'il serait intéressant d'avoir un coach mental ou un psychologue pour des joueurs qui tiltent beaucoup? Tout à fait, oui. Voilà. Alors, en l'occurrence, moi je présentais le métier d'e-sport manager, mais je ne suis pas tout seul dans la structure à m'occuper des joueurs. Effectivement, alors, comme je le disais au début, je travaille avec beaucoup de structures, donc j'ai aussi un coach mental qui travaille avec moi sur un projet en Italie. C'est le seul coach mental que je connaisse. Et en l'occurrence, j'ai pas encore eu l'opportunité de vraiment voir ce que ça allait donner comme résultat. Ça fait très peu de temps que je travaille avec lui. Mais au-delà de coach mental, il y a des coachs qui s'occupent des joueurs au jour le jour, qui leur fixent un planning d'entraînement. Et moi, en tant que manager, je m'occupe de faire respecter ce planning d'entraînement. C'est-à-dire que les joueurs ont un planning. S'ils n'arrivent pas à le respecter, si le coach n'arrive pas à les faire respecter, moi, je leur explique que la big picture, quoi, le fait que si tu respectes pas ton planning aujourd'hui, l'effet papillon fait que dans un an, tu seras dans un autre métier. J'allais pas en citer un parce que s'il y en avait un dans la salle, il allait mal le prendre. J'allais dire chez McDo. On peut y aller? Je l'ai cité quand même en fait. Ouais, je crois que c'est bon. Il n'y a personne. Non, c'est bon. C'est moi qui j'ai le micro. C'est moi. Bonsoir. Je suis là. Ouais. Salut. Gagné. Enchanté. J'ai une question. J'espère que je tape un peu à côté du sujet. Je me suis rendu compte, j'ai l'impression que toutes les grandes structures en France, en tout cas, comme Millennium, Eclipsia, peut-être pas vous, c'est peut-être une exception, elles privilégient de plus en plus les créateurs de contenu, les web TV et de moins en moins le sponsoring de joueurs. Est-ce que j'ai craqué? En termes de revenus ou en termes de... Ben justement, c'était ma question, c'est-à-dire toutes les structures comme Eclipsia, Millennium, elles ont abandonné beaucoup de joueurs sponsorisés ces dernières années. Elles ont gardé que des équipes phares sur des jeux phares. Alors déjà, Eclipsia n'a jamais eu de joueurs e-sport, ils sont contre l'e-sport. Oui, ils sont pas contre l'e-sport, mais ils sont contre le fait d'avoir une équipe e-sportive. Ben justement, Eclipsia, c'est peut-être un bon exemple. Pourquoi en fait? Est-ce que c'est juste parce que business model en fait? Parce qu'en termes de logistique, peut-être. Est-ce que c'est parce qu'en termes de logistique, un joueur c'est beaucoup plus dur à gérer, ça rapporte peut-être moins en termes de visibilité. Par exemple, Grijoka qui travaille chez Eclipsia, il est ancien e-sport manager. C'est juste qu'il a plus envie de faire ce métier-là chez Eclipsia. Eclipsia, leur métier, c'est du contenu audiovisuel autour des jeux vidéo d'abord. Et ensuite, un petit peu, dans une moindre mesure, l'e-sport, parce qu'ils font que les LCS sur League of Legends. Tout le reste de leur contenu, c'est du contenu audiovisuel traditionnel d'entertainment dans le jeu vidéo, en fait. D'accord. Et donc, eux, c'est un cas spécifique. Oui, Millennium, de leur côté, justement, à une époque, ils se sont vachement diversifiés. Et là, récemment, avec l'acquisition par Webedia et l'acquisition de PSG et tous les départs qu'ils ont eu, enfin, tous les remaniements qui ont eu lieu en interne, du coup, maintenant, Millennium, ce n'est quasiment plus qu'une équipe e-sport. Ce n'est quasiment rien d'autre. Ils font très peu de TV. Ils avaient la TV la TV Millennium sur Hearthstone jusqu'à décembre dernier. Et maintenant, ils sont partis. Je crois pas. Il y a Zoltan, je crois, qui fait du. Oui, mais. Voilà. On le voit là, on a
un employé, un collègue de Millennium et qui pourra vous en dire plus. Mais voilà, et donc ils font vraiment maintenant que de l'e-sport. En fait, la question, si je peux la prendre de façon plus générale, c'est est-ce que les structures ont intérêt on perd de l'intérêt pour l'e-sport et vont plus dans le milieu média. Il faut bien voir que les revenus viennent surtout des médias. Les sponsors, c'est très difficile à trouver, surtout en France. Le même sponsor avec le budget français et le budget américain, c'est x100. Quelque chose comme ça. Donc c'est très difficile pour nous en France de vivre du sponsoring. Et Gamers Origin, en fait, on a commencé par être un média et maintenant on se lance de plus en plus dans l'e-sport. Et sans me jeter trop de fleurs, c'est moi qui ai poussé dans ce sens-là parce que j'en avais marre de gérer que des joueurs Hearthstone. Pourquoi ? Pas que je n'aime pas les joueurs Hearthstone, mais quand j'arrivais en compétition, j'avais beau avoir le top 1 mondial, le top 5 français, tout le top 5 et je sortais en poule et on n'arrivait jamais nulle part à cause des effets aléatoires du jeu Hearthstone, spécifique au jeu Hearthstone. J'avais envie d'arriver dans une compétition, me dire mon équipe elle est 3e française, si je suis une compétition française, je vais finir 3e de cette compétition au minimum et peut-être avec un peu de chance finir 2e, 1er. Maintenant j'ai des équipes Overwatch et LoL qui sont à très bon niveau au niveau français et voire européen et je suis content d'arriver en compétition en me disant là au moins je vais gagner et si je gagne pas, je peux aller voir les joueurs et les engueuler en leur disant t'as pas bien joué. Alors que sur Hearthstone tu peux même pas leur en vouloir, le mec il a eu une sortie nulle, tu peux rien dire quoi. D'accord, merci. Une dernière question. Il y en a plein. On en fait deux. Le pauvre il a la main de depuis T'attrapes. Bonne blague. Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis journaliste au Figaro, service des sports. Donc vous l'aurez compris, moi c'est plutôt le côté sportif qui m'intéresse. Ouais. Bon je vais m'asseoir, je passe Luffy. Réseau. Du coup, non, c'est par rapport à la notion de e-sport manager. Ouais. Aujourd'hui, dans les équipes de foot, de rugby, le manager, il a un rôle prééminent. Est-ce que dans le e-sport, c'est quelque chose qui est institutionnalisé ou pas ? Parce que justement, tout au début, vous parliez de ne faites pas ça, ne faites pas ce métier. Donc, je sais pas si c'était une blague. Non, c'est pas une blague. C'est très rare le nombre. Enfin, j'ai pas beaucoup de collègues, si c'est ça la question. La plupart de mes collègues le font de façon assez... Comment dire ? J'en ai quelques-uns, mais en général, les e-sport managers sont surtout dans des grosses structures pour gérer une équipe en particulier. Donc, par exemple, il va y avoir le manager de l'équipe LoL de Fnatic. Moi, je suis quelqu'un qui s'occupe de toutes les équipes de ma structure. Donc, après, j'ai un manager par équipe. Donc, moi, je suis le head manager, si tu veux. Et ça devient de plus en plus rare. Un peu comme le disait le jeune homme là-bas, parce que les structures il y a de moins en moins de structures qui ont des équipes, en fait. En général, c'est plus hiérarchisé que ça et c'est plus internationalisé que ça. En France, on est très peu d'équipes restantes. Il reste Vitality, il reste nous, il reste Millennium, LDLC, voilà. Gros Bill, c'est plus directement du marketing que vraiment de l'e-sport. Mais quasiment toutes ont dû se diversifier. Ouais, voilà, mais en fait, des équipes comme ça, comme la nôtre, il y a vraiment, pour moi, il y a Vitality et nous, qui faisons, les Millennium peut-être, qui faisons vraiment du pur e-sport pour de l'e-sport, quoi. Que ce soit LDLC ou Gros Bill ou autre, c'est vraiment dans un but de mettre en avant une marque. C'est du marketing, quoi. C'est du marketing. Voilà. On a le droit à une question bonus. Je dénigre pas, hein, ils sont très forts aussi. Hein. Je sais pas si c'est enregistré et qu'ils vont voir ça après, je vais me faire casser la gueule. Toute petite question. Bonsoir, je voulais savoir, du coup vous y avez répondu un petit peu, donc ma question n'a plus trop d'intérêt, c'était par rapport au fait qu'en tant que manager, faut-il des connaissances vraiment précises sur un jeu ? Ou est-ce que parce que c'est très difficile de passer Non, dans les jeux en fait moi je m'y intéresse personnellement parce que j'adore les jeux et que j'ai envie de comprendre j'ai pas envie de passer pour un con devant mes joueurs quand ils m'interrogent, mais à côté de ça non, la compétence c'est plus des compétences d'organisation et de patience qui sont très importantes et bon moi j'ai la chance d'être passé par là, en fait c'est ce qui m'a amené ici, à ce rôle, c'est que j'ai eu une plus pseudo-carrière e-sportive et à cette époque-là, j'ai pas réussi à percer parce que j'ai pas été bien drivé, parce que j'ai pas eu les bons conseils au bon moment. Et là, j'espère en faisant ce métier-là, pouvoir pour pouvoir donner ces conseils à des jeunes joueurs et les amener un peu plus loin que ce qu'on m'a proposé à moi. Merci Yann. Pas de souci. Merci à tous. Victor, à toi. Bonjour. Alors, même règle que les autres. Tu te prépares. 4 minutes. Non, t'as eu 7. T'as eu même 9. Non, je serai impartial. C'est parti. C'est parti. Réalisateur e-sport, bonjour, je m'appelle Victor Joivet. Je travaille pour Webedia Gaming, qui est le grand méchant loup de l'e-sport actuellement en France.
Je me suis un peu rajouté dans cette présentation parce que je suis tombé sur l'annonce du Meetup il y a une semaine et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de vrai métier technique dans ce Meetup. On a streamer, on a joueur professionnel. Je trouvais pas ça assez concret entre guillemets. Je trouve que c'est des métiers qui sont très compliqués, qui sont aussi beaucoup basés sur de la chance entre guillemets. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, rencontrer les bonnes personnes. Alors que je pense que réalisateur c'est peut-être plus concret. Ça peut sortir de formation directement vidéo ou technique. Même si bon, moi j'ai eu beaucoup de chance pour le coup. Mais ça c'est un autre sujet. Donc je travaille pour Webedia, qui est une grosse structure avec 1000 employés et qui, notamment dans sa section gaming, possède plusieurs marques, dont jeuxvideo.com, Millennium, qui sont, on va dire, les deux phares de Webedia Gaming, avec jeuxvideo.com, le plus gros site de jeux vidéo en France, et en Europe, je crois même. Et Millennium, le plus gros site e-sport en France. Alors moi, ma présentation va pas être absolument incroyable puisque c'est juste un album photo en fait. Hein. Donc voilà, ça va être magnifique. Le texte ne changera pas, donc vous pouvez le lire une fois et puis après vous intéresser aux photos, ce sera suffisant. Du coup, je vais me mettre de l'autre côté, c'est plus intéressant pour vous. Mon travail de réalisateur e-sport, qu'est-ce que c'est exactement? C'est, on va dire, la personne qui va être à la fin d'un produit et le but ça va être de le diffuser sur Twitch, en l'occurrence la plateforme de stream. Ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être d'autres choses, mais principalement c'est Twitch. Et ça se fait principalement sur des plateaux chez Webedia. Et pourquoi e-sport? Puisqu'on fait aussi beaucoup de tournois, comme par exemple ici à la PGW 2016. Il y a plusieurs exemples. Alors vu que je savais que j'étais avec beaucoup de Hearthstone, j'ai mis que des tournois que j'ai réalisés sur Hearthstone. Voilà, donc vous allez être très content avec l'Honor League. Alors malheureusement, bon, il n'y a plus grand chose chez Webedia aujourd'hui, mais c'est pas trop grave. Qu'est-ce que c'est exactement réalisateur? C'est réussir à capter un événement e-sport, en l'occurrence, parce que c'est quand même le but, un tournoi. Peu importe le jeu, hein, que ce soit Hearthstone, que ce soit League of Legends, que ce soit Dota. Je cite Dota parce qu'évidemment, je suis aussi caster Dota, mais ça, c'est une autre vie. Que ce soit Street Fighter V, puisqu'on en a fait aussi beaucoup. Le but est de le mettre en image et de le diffuser pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Il faut que vous soyez capable de marquer les esprits avec votre réalisation, amener des nouveautés. Une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir sur Hearthstone, par exemple, amené les Discover dans les streams, que même l'éditeur du jeu a rajouté dans ses streams. Ça, c'est nous qui l'avons amené et j'en suis pas peu fier parce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un réalisateur e-sport, c'est-à-dire de mettre en lumière et d'habiller, on va dire, un jeu et une compétition pour la rendre unique. Qu'est-ce que je fais? Alors, réalisateur, c'est aussi très très pompeux, parce que je ne suis pas un réalisateur de cinéma ou de télé. C'est-à-dire que j'ai pas 40 personnes sous mon équipe. Quand on me dit tu vas faire une émission, comme le Café e-sport qui est diffusé sur une web TV tous les jeudis, qui dure 2 heures, on est 2 pour la préparer avec 5 caméras, des micros, des lumières, un décor, avec 4 invités, 4 intervenants ou 5, tout dépend. Et moi, je suis juste là pour mettre en place les caméras, choisir les angles de caméra, choisir les lumières, choisir les habillages. Donc c'est vraiment juste, on va dire, s'occuper de mettre ça en forme pour Twitch. Et ça, c'est la majeure partie de mon travail. C'est-à-dire réaliser une émission un peu talk show sur... pas forcément sur les sports. Là, en l'occurrence, c'est pour l'e-sport. J'aurais pu choisir une autre vidéo, une autre photo. Voilà. Le 3 2016, qui était il y a quelques mois avec jeuxvideo.com. Là, bon, ça parle pas e-sport, ça parle juste jeux vidéo. Et donc, c'est mettre en œuvre un plateau télé, même si c'est un plateau télé e-sport, enfin, pas e-sport, mais Internet plutôt, pour réaliser et pour poursuivre cet événement sur Twitch. Voilà, tout simplement. Et l'autre grosse partie de mon travail, c'est de réaliser comme je vous ai montré juste avant, des gros tournois. Et c'est, je pense, la majeure partie de mon travail avec l'Hearthstone Festival, qui a été mon plus gros projet, où on a un énorme tournoi e-sport, vraiment pour le coup e-sport, avec beaucoup de compétiteurs. Et on doit s'assurer que les conditions de travail et les conditions de visionnage sont les meilleures pour toutes. C'est-à-dire qu'il faut que les joueurs puissent jouer dans les meilleures conditions possibles, parce que la compétition, c'est pour les joueurs. Alors évidemment, moi, mon travail, c'est de le diffuser, mais il faut que les joueurs puissent jouer dans les meilleures conditions possibles. Il ne faut pas qu'on puisse nous reprocher d'avoir avantagé un autre parce que
Le joueur de gauche, il avait plus de lumière dans la tête. Alors on l'a déjà vu, hein, mais voilà, il pouvait pas voir son écran, il avait plus de lumière dans la tête, donc on nous l'a déjà reproché. C'est s'assurer qu'il puisse avoir, on va dire, des loges pour se reposer, rien que pour les joueurs. Et puis après, c'est s'assurer que les casters puissent travailler aussi dans de bonnes conditions, puisque c'est, on va dire, les plus gros influenceurs, hein, on vous l'a dit, c'est les personnalités de l'e-sport, donc c'est aussi maintenant de vraies princesses. Donc il faut qu'ils soient bien installés. Alors eux aussi, hein, évidemment, tout le monde, mais il faut qu'ils soient bien installés, que tout aille pour le mieux. Et puis après, il faut aussi accepter, enfin pas accepter, mais installer le public. Donc finalement, réalisateur e-sport, alors je pense que c'est un titre un peu trompeur et je ne saurais pas trop comment je pourrais définir mon travail. C'est réussir à mettre tout en œuvre, puisque je fais pas ça tout seul, hein, notamment pour le Hearthstone Festival où il y avait 4000 visiteurs. C'était l'un des plus gros tournois e-sport au monde, hors Blizzard, évidemment. On n'est pas tout seul, on a des managers, on a des organisateurs de tournois, on a des casters. Voilà, on a beaucoup de monde. Je crois pas avoir de photos, malheureusement. Alors bon, ça c'est pas la photo du Hearthstone Festival, c'est dans l'Arena, donc c'est pour l'Honor League, qui est un petit Hearthstone Festival. Puisque là c'est dans nos locaux, donc c'est beaucoup plus simple à organiser. Enfin, c'était beaucoup plus simple à organiser. Et donc, réalisateur, c'est surtout réussir à amener tout le monde au même endroit pour ensuite le diffuser sur Internet et que, ce qui est très important, à l'écran ça fasse beau et à l'écran ce soit joli. C'est moi mon seul, on va dire le seul truc sur lequel je vais être jugé, c'est il faut que ça soit joli et que ça marche. Bon, si ça marche pas, évidemment, c'est pas joli. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout sur. Alors j'avais une dernière slide malheureusement sur qu'est-ce qu'il faut pour devenir réalisateur, mais de toute façon j'avais pas le temps. Donc c'est pas mal, c'est bien timé. Merci. Comme d'habitude, est-ce qu'on a 2-3 questions pour Victor? On a plein de questions. Assistant. Moi j'ai une question. Je peux poser ma question du coup avant. Ma question c'était de savoir est-ce que en tant que réalisateur e-sport, tu t'es inspiré des méthodes télévisuelles ou est-ce que c'est des nouvelles méthodes et est-ce que on arrive à une fusion un petit peu des deux méthodes, c'est-à-dire que on connaît de plus en plus de réalisateurs e-sport aussi qui, enfin moi j'utilise XSplit comme toi du coup ou d'autres logiciels de streaming. Est-ce que on va avoir lieu dans quelques années à une fusion entre guillemets des techniques de production entre la télé et les milieux comme le web? Voilà, c'était ça ma question. C'est une très bonne question. Je pense que la réalisation télé est en avance sur beaucoup de choses par rapport à ce que nous on fait, notamment parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Donc dès qu'il va être question de gérer des caméras et de les afficher et de la manière dont on les affiche et de manière dont on fait un plan et de manière dont on rythme ces changements de caméra, ils vont être beaucoup plus forts. C'est évident. Par contre, je pense que là où on est très très fort et l'épingle du jeu qu'on doit tirer, c'est le fait que nous, on est capable d'afficher des jeux de manière dynamique et de rendre tout ça cohérent avec en plus les caméras derrière, les lumières, etc. etc. Donc c'est là où on est très très fort. Donc on s'en inspire évidemment, mais on essaie surtout de s'en décrocher parce qu'aujourd'hui les jeunes ne regardent plus la télé. Donc si on peut ne pas reproduire que de la télé, c'est aussi bien. Voilà. Et à vrai dire, la télé s'inspire beaucoup de ce qui se fait sur Internet. La réalité aujourd'hui, c'est presque plus ça. On a, enfin pas moi directement, mais les équipes techniques, je parle pour ma paroisse, Canal+, a beaucoup appris et apprend encore beaucoup de tout ce qui est mis en place justement pour afficher des jeux. C'est très nouveau pour nous. Donc je pense que ça va dans les deux sens et c'est en train de s'inverser. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de ce qui se fait sur le web. Ouais, moi du coup j'avais une question, c'était tu disais que toi la qualité de l'image c'était ce qui t'importait le plus, enfin la qualité de tes vidéos. Alors une question très simple, c'est dans les streams de Riot Games par exemple, on peut remarquer une fluidité impressionnante sur le jeu. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne derrière? Et deuxième question qui va avec, c'est est-ce que on peut stream avec un écran à 144 Hz ou ça ne fait aucune différence? Alors j'ai pas compris la première partie de la question. La première question c'était comment Riot Games, et je vois très peu d'autres streamers ou d'autres vidéos sur Twitch qui peuvent faire ces qualités de fluidité en fait. Est-ce que c'est par rapport à l'écran qu'ils utilisent ou par rapport à la qualité d'émission ou n'importe quoi? Okay. D'accord, alors c'est forcément par rapport à un flux que eux envoient. C'est-à-dire que toi quand tu vas regarder Riot Games sur Twitch ou sur YouTube, je sais pas s'ils diffusent sur YouTube, tu vas recevoir un flux que eux t'envoient. Donc
tu vas l'afficher sur ton écran, ce sera pas le même pour tout le monde. Tu pourras le regarder sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Ce sera normalement le même flux qui potentiellement est adapté en taille. Mais c'est à peu près tout. La fluidité, elle va juste se jouer sur ce que eux envoient. Et actuellement, je crois que c'est alors c'est pas une des seules, mais c'est Riot Games, c'est une énorme production. C'est-à-dire que eux, ils ne travaillent pas avec d'autres boîtes de production. Ils ont leur équipe de production qu'ils ont recrutée en interne. Et donc, ils ont recruté probablement les meilleurs, hein, quand on voit la taille de leur jeu et la taille de leur scène. C'est une des seules boîtes qui, je crois, diffuse exclusivement en 1080p 60, qui est un format. Et je crois que c'est juste, pour moi, si je comprends bien ta question, c'est juste ce qui explique la fluidité du jeu. Voilà. Et la deuxième partie, du coup, je suis désolé, j'ai complètement oublié. La deuxième partie, c'était est-ce qu'avoir un écran en 144 Hz, ça va changer la qualité de la vidéo que tu envoies? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ça sert qu'à jouer. Voilà, exactement. 144 Hz, c'est juste l'affichage et c'est pas spécialement ce que tu envoies ou autre. Donc, voilà. Bonjour. Tout d'abord, merci parce qu'en effet, c'est un métier dont on n'entend vraiment jamais parler. Donc, merci de nous avoir montré ça. Et du coup, ma question, c'est et comment on devient réalisateur e-sport alors? C'est une très très bonne question. Moi, je suis comme beaucoup. J'ai arrêté mes études. Alors moi, je suis comme Yann Cédric, c'est-à-dire que je suis un raté entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai été, je t'ai gratté. J'ai essayé d'être joueur haut niveau sur un jeu qui s'appelle Dota, où j'ai malheureusement pas réussi. Puis j'ai été manager, puis j'ai été caster. De Dota 2, je le suis toujours. Malheureusement, c'est un jeu qui ne fonctionne pas très bien en France. Et du coup, j'ai eu cette offre de rejoindre Webedia pour venir les aider juste sur un aspect vidéo. C'est-à-dire que je faisais juste des installations et puis de fil en aiguille, ça fait 1 an que je les ai rejoints. Et donc aujourd'hui, je suis réalisateur et voilà, et j'en suis très content. Donc, je dirais que pour ma part, j'ai pas reçu de formation précise. Mais une formation vidéo typique de technicien vidéo en télé suffira. Par contre, ce qui est très important, c'est évidemment d'être un passionné d'e-sport et de jeux vidéo de manière générale, et surtout de suivre tout ce qui se fait. Lutti, tout à l'heure, parlait de veille. Je pense que dans notre milieu, ça change tellement vite que si tu ne vois pas le changement très rapidement, tu es déjà largué. Et donc, c'est très, très important de faire de la veille. Et si tu veux être réalisateur e-sport, il faut prendre tout ce que tu peux, tout ce qui est mieux, il faut que tu le prennes et voilà, avec toi. Peut-être un tout petit complément de réponse sur la partie réelle, moi e-sport. Une des formations les plus intéressantes, je pense que c'est les BTS audiovisuels. Si tu veux avoir un socle de compétences vraiment liées à l'audiovisuel, personne ne devient réalisateur comme ça. On ne forme pas à être réalisateur. Par contre, on forme à manier des caméras, on forme à câbler une régie. Chose que toi tu maîtrises parfaitement, et c'est ce genre de formation qui est assez bien reconnue, qui est très généraliste, donc pas du tout lié à l'e-sport, mais combiner ça avec une forte passion et un intérêt, une veille incollable, je pense que c'est un bon départ déjà, un bon point de départ. Et juste pour terminer, c'est encore une fois beaucoup de chance et beaucoup de contacts, parce que voilà, c'est juste le milieu est tellement petit que si tu connais pas les personnes dedans, tu rentreras jamais. Ouais, et un complément de complément, c'est ça. Faut juste aller rencontrer les gens directement et leur demander quoi, parce que moi c'est comme ça que j'ai fait avec Proto l'année dernière ici même. Je suis allé dire bonjour, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que je peux faire avec toi un stream la semaine prochaine, tu vois. Ça a commencé comme ça. C'est étonnant qu'il ait accepté. C'est ça. On se pose encore des questions. Mais voilà, à mon avis, c'est aussi l'une des. Dans beaucoup de milieux prisés en France, le plus important, c'est juste d'y aller, de porter ses balls qu'on met dans le milieu et d'aller parler aux gens directement face à face. Ça marche le mieux. Petite anecdote de mon côté, le week-end dernier, je loue une voiture. Non, il y a 15 jours, je loue une voiture pour aller en LAN. Le mec de Rent-A-Car vient me voir, il me dit: Monsieur Mingui, je suis très ému de vous voir. Je vous suis depuis le début et je veux rentrer, je voudrais être manager e-sportif. Comment je peux faire? Et donc, c'est juste le mec de Rent-A-Car, il m'a filé son CV. Quand je lui ai rendu la voiture, il m'a filé son CV. Et en vrai, son CV super intéressant. Il avait déjà géré des équipes e-sport il y a des années. Et en fait, comme j'avais besoin d'un manager en ce moment, il a de fortes chances de se faire recruter dans le futur. Et donc, voilà, il faut pas hésiter à. Ouais, alors, ouais, ça c'était le détail à oublier dans l'anecdote. Mais voilà, il faut pas hésiter à faire le premier pas et à jumper si on est vraiment passionné dans l'e-sport. Comme ils disent les autres, il y a tellement peu de monde qu'il faut vraiment sauter dessus quand on a une occasion, quoi. Pas maintenant.
J'ai une question aussi. Dernièrement a eu lieu l'ESCWC Winter, donc compétition organisée par Webedia. Cette compétition a été ponctuée notamment par quelques incidents techniques, notamment un incendie qui a interrompu en live la finale de Call of Duty. Alors je voulais savoir si ce genre d'incident avait un impact sur les engagements de service au niveau des sponsors, au niveau de l'audience. Quels sont les impacts concrètement pour Webedia ? Alors je pourrais pas répondre en leur nom directement. Je pense que c'est au-delà d'impact directement marketing. Moi, je vais parler juste en termes de Techos. Alors moi, j'étais à l'ESWC Winter. Alors j'étais pas sur la partie ESWC, j'étais plus sur la partie League of Legends et Omen. Et donc moi, heureusement, tout s'est bien passé. Tout a été nickel. Je pense que par contre, pour eux, c'est très décrédibilisant. Et je pense que pour leur travail, quand tu fais une prestation, tu dois la mener de A à Z. Et donc je pense que hormis l'incendie, comme tu dis, qui là pour le coup n'est pas du tout de leur ressort, ils ont eu quelques couacs. Et je pense que c'est aussi dû à la forte propension de l'e-sport de faire de l'événement tout le temps. Il y avait le Montpellier e-sport il y a 2 jours. Il y a la Lyon e-sport dans 5 jours, qui sont quand même des grosses productions. Hein. En termes de vidéos, en termes de tout, il y a énormément de joueurs. Alors je pourrais pas dire combien. Donc je pense que on va arriver dans la loi de la jungle. C'est-à-dire que quand tu vas faire une erreur dans un événement, malheureusement, tu n'appelleras peut-être pas après. Et c'est peut-être ça la conséquence directe. Voilà. J'ai une deuxième question, elle est un peu moins fâcheuse. On parlait tout à l'heure de la loi pour une république numérique. Donc c'est une loi dont les décrets d'application ne sont pas encore parus. On les attend. On les avait annoncés pour le début d'année. On les attend toujours. Alors c'est une question qui te concerne, Victor, mais qui va peut-être concerner aussi Yann Cédric. Quel est l'impact de cette loi pour la République numérique sur les équipes e-sport, sachant que cette loi implique que les équipes devront embaucher en CDD, un CDD basé sur le modèle des sportifs. Donc elles devront embaucher en CDD les e-sportifs. Jusqu'à présent, beaucoup de e-sportifs étaient des auto-entrepreneurs, donc des freelances. Quel va être vraiment l'impact de cette loi sur la santé de l'e-sport et des équipes françaises ? Ouais, non, je pense que tu vas être beaucoup plus précis que moi. C'est super simple, c'est soit on fraude, soit on arrête l'e-sport. La loi est faite à l'encontre de tous les principes qui ont réussi à réguler l'e-sport jusqu'à présent, c'est-à-dire on n'a pas de moyens, on se débrouille. Maintenant, ils veulent qu'on ait des moyens qu'on n'a pas et on peut plus se débrouiller. Donc la seule débrouille qui existe maintenant, c'est la fraude. Et donc on va continuer de frauder. Enfin, on va commencer à frauder pour ceux qui fraudaient pas avant. Et on va continuer de frauder pour ceux qui fraudaient déjà. Puis ceux qui ont beaucoup de moyens ne frauderont pas. Et voilà. Et puis après, il y a Webedia qui va s'en tirer sans aucun souci. Mais bon, Parce qu'il y a beaucoup de structures, notamment l'agence e-sport, enfin je sais plus comment elle s'appelle, une association qui a été créée récemment qui est une sorte France e-sport. France e-sport, voilà. France e-sport qui lutte contre ça. Hein. Moi, je suis très pote avec Stéphane Huttin, qui est la personne chez France e-sport qui lutte contre l'État pour que l'État arrête ses bêtises et de vouloir se mêler de ce qu'ils comprennent pas. Et je comprends pourquoi elle a démissionné ici hier, Madame le maire, parce que franchement, ça va pas dans la bonne direction. En l'occurrence, moi j'espère sincèrement, puisque la loi n'est pas encore appliquée, qu'avec le nouveau président, si ça change complètement de bord, ils peuvent dire non mais on s'en fout complètement de l'e-sport, laissez tomber, arrêtez de dépenser de l'argent là-dedans. Et de toute façon, la prochaine élection est dans 4 ans, donc on n'a plus besoin d'essayer de draguer cet électorat-là. Ouais. Non, j'espère sincèrement que ça va s'effondrer, que ça va partir dans l'oubli, parce que c'est de A à Z n'importe quoi. Donc il n'y a rien qui aide les joueurs. La seule chose que ça va faire, c'est faire... je sais pas, il y a peut-être une centaine de joueurs en France, une centaine de chômeurs de plus, quoi, qui vont devoir reprendre les études. Après, c'est vraiment retourner faire vos études, arrêter l'e-sport, c'est débile. Donc voilà, si ça peut répondre à ta question. Et je suis pas du tout en train d'exagérer ou de troller. Hein. C'est impossible. Personne n'a les moyens de payer 2 fois ce qu'on paye à l'heure actuelle. Et il y a des joueurs qui sont payés entre 300 et 500 euros parce que c'est la porte d'entrée dans les premiers revenus en tant que joueur semi-pro. Donc ces joueurs-là, on pourra plus les payer 300, 500, on devra directement les payer 800. Et avec vu que les charges sociales en plus, ça fera du 1006. Enfin, ça fera des trucs aberrants. Ça va être compliqué. Ouais. Et donc ça payera en fait pour un joueur. Maintenant, je peux prendre un joueur. Là, je peux prendre une équipe. Je pourrais prendre un joueur, peut-être même pas.
Ouais, Voilà. donc c'est un peu la vision que j'en avais, ça va bénéficier aux grosses structures et aux dépens des petites structures. Et ces qui grosses vont- structures n'existent même pas. Enfin, je veux dire, à part je parlais Webedia. de Webedia. Ouais, voilà. Enfin, pas à pour la le grosse côté structure, Hearthstone, quoi. évidemment, mais- Enfin, LDLC n'a pas les moyens, Vitality n'a pas les moyens, nous n'avons pas les moyens. Millennium a les moyens parce qu'ils sont chez PSG. Ouais, Millennium, en fait, je voilà. sais même pas s'ils vont. Non, et je avoir- suis pas sûr qu'ils le fassent non plus parce que de C'est toute ça. façon, les Ça budgets coûtera ils vont, aussi ils très, vont très doubler. cher Et enfin, déjà, ça les intéresse pas excessivement à l'heure actuelle d'avoir des équipes e-sport à part PSG qui est eux une marque à représenter dans le sport. Mais Millennium, ça reste limite un gadget pour Webedia parce qu'ils ont déjà une équipe e-sport. Donc c'est juste pour dire, bon voilà, on a toujours Millennium, on va pas le shutdown du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, ça coûte le double. Enfin, je suis pas sûr qu'ils aient envie de continuer. Et nous, de toute façon, on ne pourra pas. Donc si vous nous voyez en compétition dans 6 mois, c'est que soit ça s'est abrogé, soit on De toute façon, on devrait pas être là. Il y a un peu de temps à voir le truc arriver. Hein. Bah, il parlait de juin, donc comme il y aura les élections entre temps, j'espère. Moi, voilà, j'ai mon métier, il est assuré jusqu'en juin. Après, on verra. Merci messieurs. Ne me citez pas là-dessus, hein, s'il vous plaît. On est live, hein, c'est ça. Très bien. Parce que j'ai vu les tweets que j'ai dit tout à l'heure, et là, je veux pas qu'on dise ça. Alors on continue avec, c'est un vrai dédale, avec Mande qui va bien nous parler de la Paris Gaming School. Je te laisse ce micro et cette petite manette. Et comme les autres, je te laisse 7 minutes pour tout nous raconter. Juste avant de... C'est la dernière présentation. Je précise qu'après, on vous offre un cocktail qu'on pourra prendre juste derrière. Mais tout le monde est venu là pour ça, de toute Et façon. tout le monde est venu pour le cocktail, oui, je crois, de toute façon. Alors bonjour, je me présente, je suis Mande Bouzerzour, donc cofondateur de la Paris Gaming School. On est 3 personnes, donc Gary Point et John Jean-Baptiste qui n'ont pas pu être là aujourd'hui malheureusement. Donc on est un centre de formation e-sport, on est basé à Montreuil, on a 260 mètres carrés de locaux qui sont en travaux actuellement. Nous, on a 2 principaux axes de travail. On va dans un premier temps avoir un axe qui va être le cyberathlète, ce qu'on appelle le cyberathlète. On va servir de pépinière, pardon. On va servir de pépinière donc pour de jeunes joueurs. On va essayer de monter des line-up sur les jeux qui nous intéressent, les jeux qui marchent le mieux en ce moment. Donc League of Legends, Overwatch, CSGO. Et on a un deuxième axe de travail, ça va être les métiers de l'e-sport, où là, on va former de futurs managers, de futurs coachs, streamers et pourquoi pas organisateurs d'événements. Donc nous, l'idée, ça a été... on pense que pour certaines personnes, ce qui manque, ça peut être juste l'accélérateur, le contact qu'il faut pour pouvoir travailler dans ce milieu-là. Et nous, on voudrait mettre en relation des gens, les intervenants qui ont participé ce soir, avec les futurs managers de demain, tout simplement. On est parti d'une idée où il y a plein de gens qui ont déjà les capacités, mais il leur manque simplement le petit coup de pouce en plus pour pouvoir y accéder. Voilà. On a à peu près 300 demandes. C'est un projet qui a 3 mois, donc on est en train de le construire avec le maximum de sérieux possible. Voilà, je pense qu'on s'entoure un maximum de gens qui sont déjà dans le milieu d'e-sport, qui ont déjà pratiqué ce travail-là, qui ont déjà organisé des événements. On est très content de l'avancement du projet et des retours qu'on a pour l'instant. Vous êtes tous les bienvenus, en tout cas. On pense faire des journées portes ouvertes dans très peu de temps pour présenter de façon un peu plus approfondie le projet. Voilà. Je suis désolé, c'était pas moi qui était prévu à la base. Je me perds un peu dans ma présentation. À la base, nous, on vient pas forcément de l'e-sport, à part le directeur général, mais on va tout simplement agir comme un centre de formation footballistique pourrait le faire, aller chercher les meilleurs dans les meilleures équipes, les gens qui sont déjà dans ce milieu-là pour donner les cours. Voilà, tout simplement. En termes d'hébergement, on s'est pourvu et assez bien. Montreuil est c'est une ville qui nous accompagne en tout cas dans le projet. On a eu pas mal de rapports avec la municipalité qui est à fond dedans. Ma foi... Suivez-nous sur Twitter. Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook, ouais, bien sûr, pour avoir les prochaines informations. Alors, on n'est pas les premiers en France. Il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu une école notamment à Nantes. Il y a d'autres écoles qui se lancent là-dedans, notamment l'ICEFAC, qui est une école de management et qui commence à proposer une formation spécialisée dans l'e-sport. Donc voilà, on suit un peu ce mouvement-là. Il y a aussi une école de Mulhouse qui est la Powerhouse Mulhouse. Donc voilà, on est aussi en relation avec ces
ces écoles-là pour essayer de faire une structure un peu sur toute la France. On est aussi en relation avec des structures comme Gamers Origin ou War Legend, justement pour eux leur servir de vivier et que nous puissions tout simplement nous servir d'eux pour transmettre leur savoir. Comme il le disait, c'est souvent des histoires de chance, c'est souvent des histoires de contact, tout simplement. Et voilà, c'est notre axe. Servir de facilitateur et d'accélérateur. Donc tu as prévu le cours de stream avec Lutti? Bien sûr. Des cours de stream avec Proto et Lutti, des cours de Street Fighter avec Luffy, des cours de management avec Yancey. C'est vraiment notre credo. Super. Je sais même pas ce que je fais quand je stream, alors va l'expliquer. Je saurais même pas expliquer sur le moment même. C'est ça l'avantage du stream. Un tableau blanc et tu te débrouilles. Bah bon courage. C'est un milieu qui explose, donc je pense que c'est vraiment aussi un pari sur l'avenir. Alors j'ai cru comprendre en discutant avec Gary que vous aviez beaucoup de candidats qui postulaient. Oui, énormément. C'est ce qui nous fait croire qu'on est dans le bon sens. Il y a un ordre de grandeur? Oui, il y a à peu près 300 personnes. 300 personnes qui ont postulé. Et combien vous en gardez? Alors, on pense pour la première année 35 personnes. D'accord. Voilà. C'est un cursus qui va durer un an? C'est un cursus qui va durer 9 mois. 9 mois. Voilà, de septembre prochain, on pense. D'accord. Qui est payant? Qui est payant, bien évidemment. En fonction qu'il y ait un hébergement ou pas, le prix peut varier. Voilà, c'est à discuter. On est à peu près autour de 8 000 € avec l'hébergement. Donc voilà, sur un hébergement sur Paris, on pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'on a, s'il y a des questions? Est-ce qu'on a plein de questions dans la salle? Il y a le Figaro, là, il est relou. Je plaisante, évidemment. Tiens. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi je m'y connais pas trop dans le domaine, mais je trouve ça super intéressant. Vous parlez donc de centre de formation. Oui, tout à fait. Donc ça me parle par rapport au milieu footballistique, rugbystique. Exactement, et c'est cette idée qu'on a voulu faire. Et du coup, concrètement, en quoi ça consiste? Parce que vous parlez de cours, mais on fait des cours sur des jeux vidéo. Alors, comme un entraînement de football se passerait, on va entraîner les gens sur le jeu vidéo, tout simplement. C'est-à-dire on va aller chercher des coachs qui sont reconnus et qui ont déjà fait leur preuve, tout simplement, pour donner une méthodologie de travail, des cours, tout simplement, essayer de tout de suite repérer les points faibles et les points forts des différents joueurs ou des différents line-up. Voilà. Vraiment à la manière d'un centre sportif. D'accord. Et du coup, l'e-sport, c'est en plein essor. Du coup, est-ce que vous les préparez au futur, aux sollicitations, à l'univers? Bien sûr. On a aussi prévu pas mal de cours d'anglais, de cours de culture juridique, parce qu'on pense que c'est important. Il y a des joueurs qui savent le faire, mais d'autres ont besoin de managers. Et on pense que c'est très, très important d'avoir un minimum de connaissances juridiques pour savoir les tenants et les aboutissants des contrats consignes, tout simplement. C'est avec plaisir. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'une fois que l'école, par exemple, quand il y aura des élèves dans l'école, quand ça commencera vraiment les formations, est-ce que vous pensez qu'à la sortie, ça fera vraiment comme un diplôme à la sortie d'une école de commerce, par exemple? Alors, non. Pour l'instant, non. On a eu des relations avec tout ce qui est organisation étatique pour avoir un diplôme reconnu par l'État. Malheureusement, il y a une condition sine qua non, c'est 3 ans d'existence avant qu'ils commencent à regarder, avant de nous envoyer tout simplement le cahier des charges. Donc voilà, c'est prévu. Mais c'est pas encore fait. Pour l'instant, on délivrera simplement un certificat qui aura la valeur qu'on aura su prouver, tout simplement. Alors moi, au fond de la salle là-bas, il y avait une question. Merci, bonjour Emmanuel. Moi je travaille dans une école au pôle Léonard de Vinci, l'IM, qui forme des professionnels dans le jeu vidéo, enfin plus aujourd'hui pour l'industrie traditionnelle du jeu vidéo. Donc j'ai un peu une double question. Du coup, je fais de la veille régulièrement sur l'émergence des nouveaux métiers. Est-ce que déjà vous avez une idée sur ces métiers-là, un peu du volume d'emploi que ça représente aujourd'hui, catégorie par catégorie? Combien de personnes qui vivent de ça aujourd'hui en France? Et à votre avis, dans 3-4 ans, combien de personnes qui vivront de ça en France? C'est ma première question, donc elle est un peu pour tout le monde, répond qui veut. Et puis celle qui est un peu liée, c'est est-ce qu'il y a un lien fort entre justement l'industrie du jeu vidéo, par exemple ça aujourd'hui c'est à peu près 5000 emplois en France aujourd'hui, et l'industrie ou l'activité de l'e-sport? Alors je sais pas si... Moi je pense que... Ah ouais.
Moi, je pense que c'est assez difficile, vu que c'est un secteur qui explose, mais malheureusement, on ne peut pas encore avoir les chiffres. Il y a quelques années, c'était de l'e-sport associatif, c'était des LAN un petit peu organisés à la va-vite, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Je peux passer la parole à... Bonsoir, Ludwig. Je vais répondre à votre première question. Alors aujourd'hui, en termes d'emploi direct, on parle de joueurs de jeux vidéo, des joueurs professionnels, qui soient payés par des marques, par des structures ou autres. On parle de 80 à 130, 150 joueurs professionnels. C'est un chiffre qui a beaucoup changé ces 15 derniers mois. En termes d'emploi indirect, donc dans des postes de marketing, des postes de réalisateurs, des postes de... l'e-sport touche vraiment... tout plein de secteurs, tout plein de métiers. On peut parler à peu près entre 800 et 1000 emplois qui vont, dans les 2 à 4 prochaines années, se retrouver impliqués de manière directe ou indirecte dans l'e-sport. Donc ça, c'est un peu une fourchette, mais c'est un embryon de réponse en tout cas. Voilà. Et sur la deuxième partie de la question, le lien direct entre le nombre de développeurs, par exemple de postes de développeurs de jeux vidéo, et le nombre de postes, comme disait Ludwig, qui gravitent autour de l'e-sport, en France en tout cas, le lien n'est pas là. Il y a très très peu de jeux de fabrication française qui sont des jeux e-sport. Il y a quelques jeux indés comme Splasher qui est sorti dernièrement, qui a été fait à Montpellier, qui se dit e-sport, en tout cas qui provoque un peu des challenges au sein de la communauté, mais il n'y a pas, à mon sens, de lien direct entre la création d'emplois dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. C'est vraiment les deux maillons d'une chaîne énorme dans laquelle on va retrouver des sponsors, des marketeurs, des diffuseurs. Et puis dans les deux bouts, on a les éditeurs de jeux et leurs développeurs, et puis les joueurs professionnels et les gens qui gravitent autour. Mais il n'y a pas de lien direct entre ces deux corps de métier. Alors, je sais pas si quelqu'un d'autre a une question là. Moi, j'en pose une en passant comme ça, parce que je suis un peu curieux. Du coup, je comprends pas vraiment, parce que du coup, l'école, elle va former des joueurs professionnels d'Overwatch, des joueurs professionnels de League of Legends, et après, du coup, il y a une catégorie caster, Photoshop, communication. Donc, comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu vas pas apprendre à tout le monde comment bien jouer à Overwatch, donc il va y avoir des classes. Genre, tu vas avoir 2 line-up de 6 d'Overwatch, 2 line-up de 5 de League of Legends, et ça va être des espèces de classes comme ça? Exactement. Okay. Les cyberathlètes n'ont pas forcément la même journée qu'un manager. On a vu la différence entre la présentation de Luffy et la présentation de Yann Cédric. C'est deux métiers différents. Donc, il y aura forcément 2 formations différentes. Oui. Bonsoir, Hélène Frisch, moi je suis productrice audiovisuelle. J'ai une question sur comment ça se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'en France, en gros, le business model, c'est sur le sponsoring et c'est pas top, voilà, en gros. Ailleurs, est-ce que vous parliez tout à l'heure des sponsors, du marketing, des diffuseurs? Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut espérer après, que soit l'e-sport en France ou en Europe, quoi? Je sais pas si je suis le mieux placé. Un élément de réponse, pas une réponse complète. Effectivement, aujourd'hui, la diffusion, la production de contenu sur l'e-sport, c'est essentiellement du budget marketing, soit sous forme de sponsorat, soit sous forme d'opérations spéciales qui sont dealées entre la régie de Canal, la régie de Webedia, ou d'autres structures indépendantes comme Gamers Origin, pour mettre en valeur une marque et associer la marque à une prise de parole dans l'e-sport. Qui est comment dire, créé par des concepteurs rédacteurs, etc. Le modèle d'après, il commence à exister un peu aux États-Unis avec des diffuseurs qui vont acheter, pour l'instant pour une somme modique, mais acheter des droits de diffusion auprès d'éditeurs. C'est quelque chose de très très nouveau. Dans le jeu vidéo, dans l'e-sport, les éditeurs n'avaient pas pour habitude de vendre le droit de diffusion de leur jeu. Aujourd'hui, on vit un peu tous sur un flou juridique, un vide juridique. Si demain, et Riot a été un des premiers à faire le move, Riot Games, si demain ils décident de fermer leurs droits de diffusion, on ne sait
pas vraiment comment on va réagir. Des grands éditeurs comme Blizzard s'appuient sur des grands groupes médias comme MLG pour essayer de dealer de la meilleure manière, alors leur meilleure manière pour eux, la meilleure manière qu'il soit de dealer les droits de diffusion de leurs jeux. Certains, toujours Blizzard, essaient de structurer les compétitions e-sport, par exemple aux US avec l'Overwatch League, où là il y a vraiment une injection de cash au niveau des équipes et de la structure encadrante de la compétition. Qui dit injection de cash, il faut que ça vienne de quelque part, et ça peut venir de la vente de droits de diffusion, de la conception de contenu autour du championnat. Mais aujourd'hui, c'est un modèle qui est à peine utilisé par des grands comme Turner aux États-Unis. Pour le reste, on est encore sur des queues de budget ou des budgets marketing. En France, j'ai pas d'exemple en tête de vente de droits ou de choses qui seraient hors d'un budget marketing. Il y a les DreamHack, il me semble, qui parfois vont vendre leur exclusivité ou ce genre de choses. C'est des événements qui se produisent un peu partout, qui est un des très vieux événements e-sport et qui va se vendre sous forme de package à une structure. Et donc du coup, un peu comme Roland Garros va se vendre à n'importe quelle télé à l'étranger, ils vont venir les différentes structures et les web TV et ils vont vendre le package de diffusion de cette compétition. Ouais, c'est exactement ça. Il y a quelques circuits qui commencent à le faire. Il y avait eu le SWC qui avait essayé de le faire il y a quelques années. Ça s'était pas vraiment soldé par une réussite. Là, la DreamHack, effectivement, qui est une marque internationale, vend ses droits de diffusion pour le tournoi pour tous les tournois de l'année sur tous les jeux confondus, et ensuite c'est au plus offrant, donc c'est les structures e-sportives qui castent les tournois, qui se battent pour les avoir. Malheureusement, en phase 2, il n'y a pas beaucoup de structures qui ont les moyens de les acheter, donc en France on est 2-3 structures à se battre pour les castes d'un ou deux jeux, et comme il faut acheter tout d'un coup, c'est très difficile, donc il faut négocier entre structures. Enfin, c'est quelque chose qui commence. Et pour j'ai vu une main et je donnerai après je redonnerai la parole, mais juste pour finir de répondre au début de la question par rapport au sponsoring, c'était moi qui disais tout à l'heure que les sponsorings étaient bien supérieurs aux États-Unis, et en France, en gros, quasiment toutes les équipes e-sportives sont financées par le sponsoring de marque, et à l'heure actuelle, il n'y a pas trop d'autres solutions. Enfin, il n'y a pas vraiment de revenus qui viennent à part le sponsoring. Nos joueurs ne gagnent pas suffisamment d'argent eux-mêmes pour qu'on puisse se permettre de faire un revenu cher sur leurs revenus. Donc, pour l'instant, ça va être du sponsoring. Il y a deux business models qui apparaissent. C'est les éditeurs de jeux vidéo nous permettent de faire de l'argent dans leurs jeux grâce à l'achat de logos ou de contenus dans le jeu qui sont à l'effigie des équipes ou des joueurs de certaines équipes. Et donc, les gens, en achetant ce logo et en soutenant leur joueur préféré ou leur équipe préférée dans le jeu, bien sûr, l'éditeur s'en met plein les poches, mais le joueur et l'équipe en question gagnent un petit peu d'argent. Donc ça, c'est un des revenus. Et le deuxième qui est en train de se mettre en place, que j'ai oublié entre-temps, c'est... j'ai oublié. J'essaierai de m'en souvenir. Et je redonne la parole derrière. Moi, je voulais juste dire quelque chose aussi par rapport à quand vous posez la question de comment est-ce que ça va évoluer. Je trouve que l'e-sport a beaucoup copié-collé du coup le business model du sport, c'est-à-dire qu'il y a de la médiatisation, il y a des sponsors, donc il y a de l'argent, donc on voit où va le sport, ça va jusqu'à des dérives assez improbables, mais en tout cas l'évolution de l'e-sport suivra, je pense, l'évolution du sport, et les deux vont aussi un peu s'entremêler dans comment ça va être diffusé et comment on va faire de l'argent avec des événements sportifs. Du coup, ça m'a permis de m'en souvenir. / sportif, c'était ça ? C'est qu'en gros, les équipes en fait vendent de plus en plus leur droit à l'image aux grandes compétitions. Jusqu'à présent, on avait déjà de la chance quand on était dans une compétition. Maintenant, les plus grosses équipes mondiales, je pense notamment à G2 et Envious, vendent leur droit à l'image, l'opportunité pour une compétition d'avoir mon joueur, mon équipe dans son tournoi, c'est un droit, et ce droit, maintenant les grands organisateurs de compétitions américaines commencent à payer pour avoir ce droit-là. Et pour moi, c'est un peu le monde à l'envers, mais tant mieux pour les équipes. Et comme moi, je suis encore du côté des équipes, pour l'instant, je m'en réjouis. Bon, après, avec Gamers Origin et la France, on en est encore très très loin. Mais et comme je le disais, tout va beaucoup plus vite là-bas, les budgets sont largement supérieurs là-bas. La plupart des équipes européennes, de toute façon, émigrent aux États-Unis parce que ça n'a rien à voir. Enfin, on peut vivre en Europe, comme disait Lutti et Proto tout à l'heure quand ils présentaient, on survit. Et là-bas, ils vivent comme des rois, jusqu'à 25 000 € par mois pour les plus gros joueurs e-sport. Du coup, il y a eu beaucoup d'éléments de réponse entre le moment où j'avais levé la main et maintenant. C'était notamment entre le lien entre le sport traditionnel et l'e-sport. Je trouve qu'il y a une grande différence entre le sport traditionnel, c'est que par exemple le football, ça n'appartient à personne, alors que dans l'e-sport, c'est partagé, on va dire, entre 3 grands éditeurs. Surtout, il va y avoir Valve, il va y avoir Blizzard, il va y avoir Riot. Et est-ce que ça peut pas poser des problèmes, en tout cas avoir des limites à long terme pour le développement des équipes, pour
développement en fait du business en tant que tel, sachant que ça peut être presque un vase clos en fait. Si Riot demain décide de tout fermer, qu'est-ce qui va se passer pour les équipes qui ont tout basé là-dessus, ou quelle est la limite jusqu'où ça peut aller? En gros, Lutti l'a dit tout à l'heure par rapport à une question qu'on lui a posée, c'est un métier, c'est un univers qui n'a pas de précédent, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Effectivement, comme tu le disais, le sport traditionnel, pour chaque sport, ça appartient à personne, même s'il y a quelqu'un qui a inventé les règles il y a 200 ans. À l'heure actuelle, il n'y a pas un propriétaire du football. Ça s'est organisé en ligue, c'est la FIFA qui contrôle la Coupe du Monde, c'est l'UEFA qui contrôle l'Euro. Personne, le football n'appartient à personne. Par contre, League of Legends, effectivement, ça appartient à Riot. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils sont omnipotents, et donc nous, on est des vulgaires péons, et on exécute et on fait ce qu'on peut dans cet univers. Et comme on le disait juste avant, on profite d'un vide juridique tant que aucune demande n'a été faite dans un domaine particulier. On continue comme on a fait jusqu'à présent. Il y a une chose qui joue en la faveur qui joue en la défaveur des éditeurs, c'est que dans le monde entier, des tonnes de gens regardent, des milliers et des milliers de gens regardent les compétitions. Et si du jour au lendemain, plus personne n'a les moyens de diffuser ces compétitions parce que l'éditeur a décidé que maintenant les droits à l'image étaient hors de prix, et où il n'y a plus qu'une seule structure qui a les moyens, en fait, en gros, en termes d'image, c'est très très risqué pour eux. Il y a beaucoup de moves qui sont très risqués dans le web. Tout se passe tellement vite et tout se passe tellement à la réputation qu'il y a beaucoup de moves qu'ils peuvent pas faire, et à mon avis, c'est la seule unique raison pour laquelle ces moves n'ont pas encore été faits. C'est-à-dire que si demain Riot dit maintenant tout est diffusé, je sais pas, à la télévision et plus sur Twitch, et plus gratuitement sur Twitch, comme 99% des gens regardent les LCS gratuitement sur Twitch, ça va être un tollé incroyable. Et voilà, ils n'ont pas envie de se retrouver en première page de Reddit pendant 2 ans, quoi. Et pour moi, c'est la seule unique raison. J'en vois pas d'autres. Mais après, je suis pas non plus dans les petits papiers tout en haut de l'échelle. Merci. Moi, j'ai très soif, personnellement. Je pense que vous aussi. Et du coup, merci Mande, encore une fois, d'être venu nous parler de la PGS. Tu nous tiendras au courant de l'ouverture, de tout ça. Merci, et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on communiquera dès que les travaux sont terminés, et on vous invite tous à la journée porte ouverte. Et donc merci Julien, merci à tous d'avoir participé.